Bonjour, vous écoutez QCMTB Podcast. Athlète d'ultra-distance et aventurier passionné, aujourd'hui, je reçois à nouveau mon ami Gabriel Rancourt. Il vient nous parler de ses plus récentes expériences, dont une aventure complètement folle sur le GR20 où il a aidé son fils à briser un record mondial. On discute aussi de sa préparation pour son prochain grand défi, la Silk Road Mountain Race. Gabriel nous explique comment sa relation avec le sport a évolué et pourquoi sa priorité numéro 1 est maintenant de redonner, d'aider et d'inspirer. On plonge également dans son entraînement, son matériel et la nutrition. Un échange passionnant et très inspirant. Aujourd'hui, je suis super heureux. J'ai mon ami Gabriel Rancourt de Québec qui est venu me visiter. Salut Gabriel! Allô Steve! Ça va? Yes, man! Merci de revenir me voir. On a beaucoup de choses à jaser. Pas mal de choses à jaser. Oui, hein? Parce que la dernière fois qu'on s'était laissé, déjà, on avait dit qu'il faudrait se revoir. On a tellement de choses, de sujets qu'on n'a pas touchés encore. Et puis, déjà, entre-temps, il s'est passé plein d'affaires de ton côté. Ça fait qu'on La vie va vite. On a du rattrapage à faire. Yes. Gabriel, photographe, YouTuber, vidéaste, conférencier et j'en passe, entrepreneur. Athlète d'ultra-endurance. Oui. C'est drôle, parce que quand je rencontre du monde, ils sont comme « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, je dis « Je suis photographe, tu sais, pour garder ça simple. » Là. Parce que c'est ça à joke, parce que je veux pas tout raconter. Ben oui, des fois, c'est un petit peu compliqué à expliquer qu'est-ce que je fais. Oui, regarde, la dernière fois qu'on s'est vu, on a jasé beaucoup de ton expérience sur le Tour Divide. Tu lançais peu après ton film. Le documentaire Beyond the Dots. Oui, puis qui est disponible là, depuis le mois de mai, je pense. Là, exactement, sur YouTube, gratuitement. C'est un long métrage de 2h30. Mm-hmm. Ma blonde était comme, t'es sûr tu veux faire ça 2h30? Mais les gens qui ont pris la peine de l'écouter, j'ai eu des réponses de gens à travers le monde qui m'ont dit, ils ont pleuré, ils n'ont pas regretté de l'écouter au complet. Écoute, j'ai mis mon cœur et âme là-dedans, mais c'est pour les gens qui veulent l'écouter, Beyond the Dots sur Gabriel Rancourt Cycling, mon YouTube channel dédié au vélo. Et les gens qui veulent l'écouter au complet, écoutez, j'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus, c'est pas pour rien, mais je pense que ça peut aller rejoindre énormément de gens. Ah oui, c'est super intéressant parce qu'en plus de ça, tu as le point de vue de ton point de vue, le point de vue de d'autres cyclistes, toute la vision de communauté. Oui, exactement. Je voulais faire un film d'aventure qui était, oui, sur le Tour Divide, mais pour comprendre, c'est qu'au Tour Divide, on n'a pas le droit d'être suivi par des caméramans, tu sais, sur le parcours, parce que sinon, on est éliminé, ça serait comme un avantage. Alors là, comment faire un film qui est humain et que ça montre bien l'émotion ou du moins le parcours, le défi, les émotions qu'on vit, mais de manière à ce que je filme juste avec mon téléphone ou moi-même, par-ci, par-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que oui, j'ai utilisé les images que d'autres personnes avaient filmées, que j'avais rencontrées durant le parcours, parce que le film s'appelait Beyond the Dot au début, pas de S. Hein? C'était juste par rapport à moi. Et là, en faisant le montage, je me suis rendu compte que l'histoire était beaucoup plus que juste moi. C'était les gens que j'avais croisés qui étaient en fait les vraies vedettes de mon film, en fait. Et le film est devenu Beyond the Dots avec un S. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, même, on voit l'évolution, ton évolution au fil de l'aventure, tu sais, comment je dirais ça, le but, l'intention de dépasser, de réaliser l'objectif et tout ça, mais vers la fin, tu sais, on voit que, tu sais, tu dis, ça te donne quoi de finir tout seul alors que tu sais j'ai mes amis qui sont là puis on pourrait vivre de quoi de tellement plus fort puis de répondre à la fameuse question pourquoi je faisais tout ça, puis de mettre ça en image, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils se rendent jusqu'à la fin du documentaire, ils vont peut-être vivre des émotions, qu'ils vont peut-être se voir là-dedans. Mais j'ai peut-être mis 300-400 heures de montage là-dedans. Ça m'a pris énormément de temps. Puis je suis cinéaste, c'est ma job dans la vie, photographe, cinéaste. Et j'ai tellement mis de temps. Ma blonde à la fin était comme « OK, là, c'est assez, Gab. C'est assez. » Puis je disais, j'étais émotionnel. Puis je disais, j'avais vraiment l'impression que c'était... Tu sais, as-tu déjà eu des feelings dans la vie que ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que tu devrais faire? Bon, mais j'avais le sentiment de me dire « Gab, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. » Puis quand je l'ai mis en ligne, puis que les commentaires ont commencé à rentrer, ça, là, c'était... Il y a même des commentaires que j'ai pris des screenshots, puis je vais les imprimer, puis je vais les mettre dans mon bureau, encadrés.
Il y a des commentaires qui m'ont fait vivre des émotions juste à lire ça. Ouais. Et c'est fou. Étant donné que ce documentaire en anglais, là, tu as rejoint beaucoup de monde un peu partout sur la planète, là, j'imagine. Oui, c'est ça l'affaire. C'est quand j'ai lancé mon YouTube channel, Gabriel Rancourt Cycling, j'ai eu tellement de débats internes à l'intérieur de moi de me dire, on fait ça en français ou on fait ça en anglais? Puis je me suis dit, si la mission, Gab, c'est d'aller chercher le plus de gens possible, ben c'est dommage, mais tu sais, ça va être en anglais. Mais moi, j'avais peur de ça parce que j'étais comme, c'est tellement plus de job, merde. Il faut que je me fasse. Je suis pas, tu sais, oui, je me débrouille en anglais, mais je suis pas natif anglophone. Alors, des fois, c'est tellement plus d'énergie, mais je me dis, Gab, tu fais ça pour aller reacher le plus de monde possible. C'est la chose à faire. Puis le documentaire, je l'ai fait bilingue. Dans le fond, il y a des parties en anglais, en français. Puis ça aussi, ça a été un défi de tout titrer ça, mais je suis vraiment fier du résultat final, tu sais. Ah, c'est super bon. Merci. Bravo, félicitations. Quand on s'était rencontrés, je ne l'avais pas vu. Tu avais montré des petits petites intros. Là. Oui, puis, non, je l'ai écouté, là, puis avec plaisir, je l'ai dévoré. C'était, t'es fin, man. T'es fin. Ouais, super bon. Puis je suis sûr que ça inspirait beaucoup de gens là, par la suite. As-tu eu des commentaires des gens qui ont dit « Ah oui, ça me donne le goût de le faire? » Ah, clairement. Moi, je me suis dit, c'est le fun qu'on en parle, c'est que il y a beaucoup de documentaires d'expéditions puis de défis sportifs hors du commun, on pourrait dire, qui ne donnent pas vraiment le goût de faire ça. Tu sais, tu te dis, tu finis le documentaire puis tu te dis, non, c'est pas pour moi. T'sais. Puis là, je me suis dit, je veux faire un film que, oui, ça montre la réalité. Il faut être réaliste. Là. C'était pas facile, mais je voulais montrer les beaux côtés de tout ça, les moments que j'ai vécus, les amis les amitiés que j'ai créées, les paysages que j'ai vus, le parcours émotionnel que j'ai vécu à l'intérieur de moi, l'exemple que je donne à mes enfants. Fait que c'est ça que je voulais montrer, puis que les gens finissent ça, puis ils se disent peut-être que le Tour de Vêt, c'est pas pour moi, mais de se lancer un défi, puis de se dépasser. Absolument. Et voilà. Puis là, c'est là que peut-être mes enfants sont en train de suivre mes traces. Mes traces, oui. Ah oui, c'est ça, parce que moi, je l'ai vu, parce que vu que je te suis sur les médias sociaux, là, j'ai vu qu'est-ce qui s'était passé cette année. Oui, ben écoute, parle-nous-en donc un petit peu, c'est ça, qu'est-ce qui est arrivé, parce que là, ça a été beaucoup de travail, mais t'as pas juste fait ça cette année. Là, c'est ça. Écoutez, pour ceux-là qui... écoute, j'avais tellement hâte de te parler de ça, mais c'est le fun que tu as suivi ça. C'est que cette année, moi, je voulais faire la Silk Road. Je voulais faire d'autres défis sportifs de vélo. J'avais d'autres objectifs. Et ce qui est arrivé, c'est que je voulais m'inscrire pour la Silk Road cette année. J'arrive pour m'inscrire. Les inscriptions sont finies. Tu sais, c'était sold out. Ah oui. Ça s'est fait en genre 3 semaines. C'était sold out, puis là, je fais « No way! » J'avais vraiment le goût de faire ça cette année. Et là, tu sais, imagine, t'es comme vraiment crinqué à faire un projet, puis là, tu peux même pas t'inscrire, tu sais. Alors là, je me suis dit, c'est quoi le prochain projet que je fais? Je me suis dit, je pourrais faire le tour du Mont-Blanc à la course. Je pourrais faire un autre GR, une grande randonnée en Europe, le GR 58. J'étais tout en train de planifier ça. Et là, un concours de circonstances incroyable, c'est que ma sœur, je l'ai encouragée à aller faire une grande randonnée qui s'appelle le GR20. J'avais déjà fait en 2018. En Corse. En Corse. Et une des randonnées les plus dures au monde, renommée pour une des plus dures d'Europe, sinon au monde. Et là, moi, je l'ai encouragée pour son entraînement et tout. Puis elle, juste avant de partir, ou peut-être quelques semaines avant de partir, elle monte un article dans un journal de la Corse, en France, qui montre qu'il y a un enfant qui a battu le record du GR20 à 9 ans et 3 mois. Okay. Et il l'a fait en 12 jours. Et elle a montré ça à mon garçon Jake, il y a 8 ans. Et là, il regarde ça, puis il dit, je veux le battre. Je veux battre ça. Je veux battre ce record-là. Puis quand il m'a parlé du projet, il m'a dit, je veux battre le record du GR20. Là, je fais, Jake. Oublie ça, man. Oublie ça, fou. Jake, je l'ai déjà fait. Oublie ça, man. C'est une des choses les plus dures que j'avais faites de ma vie en 2018. Tu avais déjà fait le GR20, toi? Oui, j'avais fait en 10 jours. Je l'avais fait avec un de mes meilleurs amis. Je me suis fait des nouveaux amis là-bas, mais c'était une des choses qui m'a un peu traumatisé de la randonnée. Là. C'est vraiment... Puis c'est difficile, là. Vraiment, vraiment tough. Ouais. Et là, que mon gars de 8 ans veut faire ça, j'ai comme essayé de l'arrêter. Et là, Jake, écoute, vu que je l'ai formé avec toutes mes phrases puis toutes mes speeches que j'ai faites depuis qu'il est né, tu sais, genre, atteins tes rêves, laisse personne, tu sais, te dire que t'es pas capable, là, c'était rendu moi qui
qui essayait de l'arrêter. Et là, il a essayé par tous les moyens de me prouver qu'il était capable. Je savais qu'il était en forme. Je veux dire, Jake, il avait fait énormément de choses avec moi. Il avait fait des triathlons, il a fait des randonnées. Il monte des montagnes depuis qu'il a 3-4 ans, du vélo de montagne, du vélo de route. Et là, il m'a prouvé, écoute, en 2-3 semaines, il m'a prouvé, on a comme testé à quel point il était en shape. J'ai comme fait des simulations des journées qu'il aurait faites au GR20. Et imagine-toi, tu as suivi un petit peu l'épopée, mais ce qui est arrivé, on fait une histoire courte, c'est que mon gars, il a battu le record du monde, du GR20. Et l'ancien record, c'était 9 ans et 3 mois, le plus jeune. Il l'avait fait en 12 jours. Et là, Jake l'a fait à 8 ans, environ 10 mois, et il l'a fait en 8 jours. Hey, et là, c'est combien de kilomètres? C'est 180 kilomètres, 13 000 mètres de dénivelé positif. Hey, et pour vous donner une idée, il a fait l'équivalent d'une fois et demie l'Everest en 8 jours. Il a marché en moyenne un demi-marathon par jour. Et ce qui va faire toucher les gens, je donne un petit peu d'informations. Je suis en train de travailler sur un documentaire en ce moment qui va être présenté dans des écoles et à des film festivals. Mais dans le fond, la dernière journée que Jake a faite, il a triplé les étapes. Ça veut dire qu'il a fait ce que les adultes font. Les adultes, d'habitude, le font en 12 et 15 jours, la moyenne. Et il y a un taux d'abandon de 30 à 40 chez tout le monde, là. OK? Et d'habitude, les gens le font en 15 jours. Il y a 16 étapes, fait qu'ils font comme une étape par jour, mais il a doublé à tous les jours. Il a fait ce que les adultes font en 2 jours, il le faisait en une journée. Et la dernière journée, c'est là qu'il s'est dit, et c'était vraiment émotionnel cette journée-là, il s'est vraiment dit, je vais faire de quoi qui est légendaire, quelque chose d'extraordinaire. Là, il a triplé, la dernière journée, il a triplé les étapes. Il a fait ce que les adultes font en 3 jours, il l'a fait en une journée. Il a marché 43 km. 17h30 de temps, sans pause. Puis on a commencé à 4h du matin, il a fini à 10h30 du soir, sans pause. Pause? Oui, on est parti à la frontale. On a fini à la frontale. Puis quand je parlais avec du monde, il y a des gens qui l'encourageaient, ou j'arrivais à un refuge, il y a des gens qui voulaient le prendre en photo. Il était rendu comme une mini-vedette locale, rendu vers la fin parce que tout le monde parlait de cet exploit-là. Et là, des fois, je parlais avec le monde, puis c'est même Jake qui me disait « Arrête de parler, papa! Viens-t'en, là, on va finir ça. » Puis je vous le dis, là, le documentaire, il va vraiment montrer quelque chose de vraiment spécial parce que vous allez comprendre que Jake n'est pas parti d'un enfant qui était surhumain, il est parti d'un enfant qui avait un problème de larynx à la naissance, il avait de la misère à respirer. C'est un enfant qui était très, très anxieux, qui avait peur de tout, qui avait peur du noir, qui avait peur des nouveautés, qui avait peur des hauteurs, qui avait peur des animaux, qui avait peur de absolument tout. Et là, de prendre un enfant avec, mettons, les conseils puis les défis qu'on y a mis dans son chemin depuis qu'il est né, j'y avais dit, si tu m'écoutes, là, tu vas faire des choses extraordinaires, puis c'est exactement ce qu'il a fait. C'est juste, je pensais pas que ça allait arriver aussi tôt que ça, man. Hey. Puis j'ai vécu, en tant que père, là, j'ai vécu plein d'émotions là-bas. C'était incroyable parce que ma priorité numéro 1, c'était sa sécurité. Évidemment. C'est même moi qui le retenais un peu, mais lui, il a fait de quoi que, tu sais, j'ai rarement vu ça. Même dans mes épreuves à moi de sport, d'endurance, de voir quelqu'un qui s'en va diguer deep de même. Tu sais, qu'il y a 8 ans ou qu'il y a 60 ans, j'ai rarement vu ça. Là. C'est juste que là, turns out qu'il y a 8. Tu sais. C'était capoté de voir ça aller. Puis je me disais, après ça, man, tu sais, tout est possible. Là. Je disais, moi, je m'en fous de ce que tu fais de ta vie, mais tu sais, toute ta vie, ça va rester que tu as fait ça. Là. C'est ça. Pour lui, là, la barrière, pas la barrière, mais la barre est rendue déjà haute. Là, oui, mais là, on dirait que, hey man, on pourrait en parler. Écoute, c'est un podcast de bike, là, on parle de rando, mais les défis sportifs, là, c'est ça, mais c'est fou comment on l'a fait, selon moi, pour les bonnes raisons. Pendant 10-12 heures par jour, on parlait de jeux vidéo, on s'agaçait, on faisait des jokes de jeux vidéo, on parlait de films, on chantonnait des chansons, on a parlé. Le record puis le défi, c'était juste une patente en arrière. C'était comme une excuse d'être là. Mais le temps que j'ai passé avec mon gars, puis les raisons pourquoi on l'a fait, j'ai dit, si je suis en avant de toi puis je te crie après pour avancer plus vite, on a perdu. Si on fait juste regarder notre monde, puis regarder le record, puis Strava, puis calculer les minutes sans se parler, on a perdu. La raison pourquoi on le fait est plus importante que l'acte de le faire en tant que tel. Puis je pense que c'est une belle façon, tu sais, si on reparle après ça de la Silk Road que je veux faire cette année,
les raisons de le faire ou de comment tu le fais, selon moi, c'est autant, sinon plus important de juste le faire, tu sais. Ben oui. Fait que je suis rendu là dans ma vie, mais d'avoir pu vivre ça avec mon gars, Steve, là, je comprends. Ah, man, j'ai pleuré, mon gars. J'ai vécu tellement d'émotions, mon gars. C'est fou. Et bravo parce que... puis bravo à Jake. Puis bravo à toi. J'imagine que te connaissant, là, le niveau de préparation que tu as dû mettre avant de partir en voyage. Tu commences à me connaître. Ah oui, ça devait être encore plus... En tant que père. Oui, ben là, en tant que père. Une couche de plus. Et Jake a énormément d'allergies alimentaires. Fait que je suis parti, mon sac à dos. Écoute, c'est pas pour rien que je fais un documentaire là-dessus. C'est sûr. Oh, j'ai hâte de voir ça. Mais écoute, mon sac à dos, il pesait genre 55 livres parce que j'avais genre 10 kilos. J'avais 5 kilos de médicaments. J'avais 10 kilos de bouffe parce que, dans le fond, je ne savais pas s'il allait être capable de manger les choses dans un refuge. Fait que je me suis dit, je vais amener énormément de nourriture. Puis moi, j'avais dit, si Jake, toi, tu es en avant de moi, si tu continues, moi, j'arrête pas. Mm-hmm. Mais à la fin, man, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, mais j'avais des ampoules dans les pieds. Je disais rien. Je disais, si tu continues, moi, je continue. Puis il pouvait arrêter n'importe quand. Je disais, tu pouvais arrêter n'importe quand. Mais moi, en tant que père, toute la logistique en arrière, lui, il dormait des nuits courtes. Mais quand je le couchais dans sa tente le soir, je zippais ça. Puis moi, je faisais sécher le linge. Je planifiais la météo. Tu sais, je regardais la météo pour le lendemain, durant la nuit. J'allais nettoyer ses affaires. J'allais acheter de la bouffe à la course, esprit, pour avoir de la bouffe pour le lendemain. Quelle affaire. Fait que lui, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'où tu te lèves, tu marches. Puis c'est toi qui dicte le rythme, tu sais. Hey, mais écoute, moi, j'ai quand même une question, là, parce que, tu sais, je suis allé en Corse, j'ai pas fait le GR20, je suis allé dessus, j'ai fait des sections, mais la Corse, là... C'est magnifique. C'est magnifique. Ils appellent ça l'île de beauté, c'est pas pour rien. Tout était déjà allé, mais comment est-ce que Jake a trouvé ça? Et écoute, j'ai des shots de drone, j'ai traîné 3 caméras, mon drone, 3 batteries. Écoute, j'étais comme, c'est sûr qu'il faut montrer la beauté. Pourquoi j'étais prêt à le refaire? Ouais. C'est que j'ai dit à Jake, tu vas voir des affaires, mon homme, là. Tu sais, lui, il aime les jeux vidéo, tu sais, puis il aime les films. Ouais. J'ai dit, la Corse... Les gens, ils s'inspirent de ces paysages-là pour faire les jeux vidéo. Tu sais, tu peux pas avoir plus proche de ça. Tu sais, on aime les jeux vidéo comme Lara Croft puis Uncharted à la PS5, à la PlayStation. Puis genre, ils s'inspirent de des places comme ça. Tu sais, tu comprends? C'est incroyable. Oui. Fait que c'était un des highlights. Puis c'est pour ça qu'on voyage, tu sais, right? Fait que j'étais comme, si on se plante puis que je me blesse ou ça nous tente plus d'avancer, j'ai dit à Jake, on s'en va à la plage, man, puis on passe 2 semaines, père-fils, puis that's it. Mais juste à chiller, on s'en fout, là, tu sais. Cool. Fait que c'est quelle aventure. Fait que le documentaire va être, dans le fond, je le fais pour l'année prochaine, je vais faire une tournée dans les écoles et tout. Fait que ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est vraiment en parallèle de tous mes autres projets, mais je pense que ça va être un projet qu'on a besoin de ça au Québec. On a besoin d'exemples positifs du monde qui font d'autres choses que de regarder des écrans, puis que, genre, il y a une façon de vivre notre vie à se dépasser. Puis moi, je crois, le message que je veux que les gens retiennent de tout ça, c'est, je crois que tout le monde en a un potentiel que les gens, ils savent même pas, dans le fond. Les gens, ils ont un potentiel qu'ils iront jamais chercher, mais surtout les enfants aussi. Hey. Les enfants sont capables de plus qu'on pense, man. Puis même moi, j'étais en train de dire à mon gars que c'était pas possible qu'il fasse ça. Puis il me l'a montré. Même moi, qui est comme le porte-parole du potentiel des enfants. Écoute, j'ai dit à mon gars qu'il était pas capable de faire ça. C'est-tu débile pareil? Fait qu'imagine le nombre de potentiel que les enfants ont. Puis que, dans le fond, on le sait même pas, tu sais. Hey, félicitations. En Merci, tout cas, j'ai déjà hâte de voir le documentaire. C'est fou. Je suis là-dessus. Mais là, pourquoi qu'on est ici aujourd'hui? Oui, c'est ça. Fait que, oui, pourquoi qu'on est ici? Parce que t'as pas fini des projets. Bon, t'avais dit que t'avais mis sur la pause les inscriptions pour Silk Road Mountain Race. J'ai tassé ça. J'ai tassé ça parce que là, c'est là les inscriptions. Et voilà, fait, j'ai mis ça sur le calendrier. La Silk Road, dans le fond, c'est pour que les gens qui savent pas, là, on parle de Silk Road comme si tout le monde connaissait ça. Là, fait que le Tour Divide, c'était une des grosses courses qu'il y a à travers le monde de backpacking. Le backpacking, c'est quand on fait du vélo. On peut appeler ça du cyclotourisme, là, ou appelle ça comme tu veux, mais du backpacking, c'est on est autonome sur notre vélo. Et
là, à travers le monde, il y a différentes courses de plein de longueurs. Et le Tour Divide, c'est 4700 km, c'est dans l'Ouest américain, mais il y en a d'autres. Alors, et là, je me suis dit, à mon âge, moi, j'ai 39 ans. Et je me suis dit, pourquoi pas se taper toutes les courses les plus difficiles là? Parce que, au pire, je finirais avec les courses locales de 300 km. J'ai ferai plus tard, tu comprends? Là, c'est le temps de me taper tout un à de l'autre. Alors, là, ce qui est drôle de la Silk Road, c'est que le Tour Divide est reconnu comme la plus dure, mais la Silk Road aussi, tu sais. Mais c'est pour différentes raisons. Pour différentes raisons. Puis du monde qui ont fait les deux et d'autres, ils disent que le Tour Divide, c'est le défi, on pourrait dire, mental. Et la Silk Road, c'est physique. Parce que la Silk Road Mountain Race, ça se passe au Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, excusez ma prononciation. Oui. J'ai d'ailleurs fait une entrevue avec Marie-Pierre Savard. Exactement, en 2024. Excellente entrevue. Oui, qui elle était allée, mais pas pour les mêmes raisons que toi, puis pas de la même manière. Mais c'était super intéressant, qu'est-ce qu'elle avait raconté de son expérience là-dessus. Et puis, c'est drôle parce que quand tu étais venu, on en avait jasé un peu de ça. C'est clair, c'est parce que ça se ressemble, tu sais, veux pas. Puis le nombre de Québécois qui font ça est limité. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai su, tu as interviewé Dominique Ménard récemment. Fait que, tu sais, Dominique qui devient un petit peu l'image aussi du backpacking ou du moins du cyclisme longue distance ou de défis sportifs dans tout genre au Québec. Il fait un travail extraordinaire. Et dans le fond, les mêmes noms reviennent un peu partout parce qu'il n'y en a pas tant que ça des gens qui font ces défis-là de cette envergure-là. Mais moi, je crois que dans le futur, ça va prendre de plus en plus place dans les défis sportifs, là, que les gens ils reconnaissent les noms ou du moins que ça devient de plus en plus commun. Moi, je pense que ça s'en vient. C'est sûr. Alors, surtout, tout ce qui est ultra-endurance, là, on parle de termes là, différents, mais ça plonge là-dedans aussi. Là, c'est clair. En quelque part, ces événements-là, faut que tu cibles c'est quoi ton intention, c'est quoi ton objectif, de quelle manière tu veux l'exécuter, est-ce que tu vas là pour gagner ou si tu vas... c'est ça. Parce que tu donnais des noms, mais dans ces types d'événements-là, il y a aussi Marie-Soleil Blais. Que j'ai croisé au Tour Divide. Méchant personnage aussi, fantastique personne, mais elle aussi, elle le fait pour différentes raisons. Elle a un autre background. Je trouve ça fascinant d'écouter ses entrevues. Elle fait un travail incroyable, justement. Aussi, elle apprend beaucoup le sport chez les femmes aussi, puis c'est parfait. Ça en prend. Est une belle ambassadrice du sport. Puis ça a été un honneur de la croiser sur le départ du Tour Divide. Puis elle aussi, elle a un petit peu sa mentalité de dire, repousser nos limites, essayer. Puis c'est une conférencière qui a des belles choses à raconter. Les mêmes sujets reviennent, mais on a toutes des petites twists différentes de pourquoi on le fait. On n'a pas les mêmes vies, hein, c'est différent. Moi, j'ai 2 garçons. J'ai d'autres choses en dehors du vélo, puis c'est bien correct. C'est juste, on fait tout ça pour des choses différentes, on a tous des backgrounds différents, mais on finit tout par... On se comprend tout pareil. Absolument, absolument. Fait que la Silk Road. La Silk Road, c'est... Explique-moi donc. Dis-moi si tu penses c'est quoi, là. Dis-moi les stats. Écoute, si je me rappelle, là, on va y voir 4300 km. Non, plus 2000. OK. Non, je me mélange. Excuse-moi. Non, c'est pour ça. Je me mélange avec le Tour Divide 4700. Okay. Oui. Fait que le Silk Road Mountain Race, c'est... 1900, 2000. Cette année, ils ont sorti le parcours, ils le changent à chaque année. Exact. Fait qu'un 2000 km au Kyrgyzstan, là, les gens, il faut qu'ils tapent sur Google. C'est au Kyrgyzstan, on passe pas souvent par là-bas, mais c'est en Asie centrale. Et c'est vraiment au milieu. Je veux pas dire de nulle part parce que les autres, ils vont dire que nous autres, on est au milieu de nulle part. Ça dépend de quelle perspective. Mais c'est vraiment un endroit qu'on pourrait dire remote. Là. C'est vraiment reculé à travers les montagnes. Puis la particularité, c'est qu'on passe beaucoup de temps entre 2 et 4 000 mètres d'altitude. Exact. Et voilà. Alors, ça prend une acclimatation en partant. Le niveau physique, il est là. J'ai déjà monté des hautes montagnes. J'ai des hauts volcans, des hautes montagnes. Je sais c'est quoi que ça fait l'altitude. Et c'est sûr que c'est un effet majeur. Oui, parce que déjà, tu peux, même sans rien faire, être dans une des villes à cette hauteur-là, tu peux être malade. Puis tu brûles plus d'énergie. Puis même si tu es acclimaté, puis tu tombes pas malade, c'est plus dur. Tu brûles plus de calories au même effort. Alors, entre 2 et 4 000 mètres d'altitude, 2000 km, c'est une course. Contrairement au Tour Divide, il y a des checkpoints. Il y a une équipe qui nous suit. Fait que ça, c'est cool. Oui. Le truc moins cool, c'est qu'il n'y a pas de bike shop.
sais, au moins sur le Tour de Divide, il y avait peut-être 5, 6, 7 bike shops à travers tout le parcours. Fait que si tu avais pété quelque chose qui était vraiment, tu sais, catastrophique, tu pouvais m'emmener te rendre à une bike shop. C'était possible, tu sais. Ouais. Là-bas, si tu as quelque chose de catastrophique, c'est pas mal game over. T'es pas au Canada ni aux États-Unis. Là, en partant, t'es au Moyen-Orient. C'est ça, puis c'est pas mal game over. Fait que ma préparation physique, mentale et le vélo est différente du Tour de Divide. Puis c'est pour ça que là, je veux faire une série de vidéos sur mon YouTube channel pour parler de ça. Je trouve ça fascinant. Moi, je suis fasciné par cet aspect-là de préparation. Et là, je me suis dit, je vais caller Steve. On pourrait faire une série qu'on parlerait de plein d'aspects pour se préparer à des événements comme ça. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver là-dedans, c'est évident. Certainement, absolument. Écoute, bon là, j'ai parlé tantôt d'objectifs, là, parce que tu avais des objectifs quand tu as fait le Tour Divide. Là, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Puis là, tu t'enlignes sur le Silk Road Mountain Race. Encore une course qui s'identifie elle aussi comme étant... Encore une fois, la plus dure ou une des plus dures. C'est ça. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Mais... je dis tout le temps, il y a juste une façon de le savoir. Hein? Vous l'essayez. Est-ce que le Tour de Divide est plus dur que le Silk Road? Ben, il y a juste une façon de le savoir. Exact. Alors, on va aller faire. Puis après, mec, tu vas y aller, là, tu vas pouvoir me le dire. Oui, là, après ça, je vais tout vous dire ça. C'est exactement ça. OK, ça fait que c'est quoi cette fois-ci ton objectif? Là? All right. Fait que, écoute, avec le GR20, je suis content de te parler aujourd'hui parce qu'il m'est tellement arrivé d'affaires dans les dernières semaines. Juste après que j'ai fini GR20 avec mon garçon, en 2018, je l'avais fait avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Daniel Bourgoin. Et Dan, quand on est revenu du GR, il nous a encouragés durant tout le long qu'on était là. Il a même aidé Jake à s'entraîner pour le GR juste avant de partir. Okay. Et quand je suis revenu, j'ai essayé de l'appeler pour lui souhaiter bonne fête pour son 70e anniversaire. On était censé faire un 70 km de bike ensemble pour ses 70 ans. On avait fait 60 km de course à ses 60. Mm-hmm. On voulait faire 70 de bike à 70. Puis là, il ne répond pas à son téléphone et tout. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que sa santé, elle a dégringolé. Ah non. Et là, le 6 novembre dernier, il est décédé. Ça fait pas longtemps. Là. Ça fait pas longtemps. Wow. J'ai vécu les funérailles en fin de semaine. La fin de semaine passée. Et ce qui est particulier, c'est que Dan, c'était un de mes meilleurs chums. C'était un de mes mentors, mais ça a été aussi mon prof d'éducation physique quand j'étais jeune. Mm-hmm. Puis ça a été une personne qui m'a vraiment propulsé dans la vie. Puis ma perspective, depuis qu'il est parti, m'a vraiment affecté parce que la dernière conversation qu'on a eue à l'hôpital, c'est que j'ai dit que j'allais passer le flambeau. Puis j'allais continuer ce qu'il a fait d'encourager énormément de gens dans sa vie, dont moi. Ah oui. Et là, on dirait que je regardais le GR20 avec mon garçon qui a fini ça, puis d'être en arrière de lui, j'étais comme... D'être en arrière puis d'encourager quelqu'un à finir une affaire comme ça, je trouve ça plus satisfaisant que juste de le faire pour moi-même. Tu sais, c'est clair. Et là, je me suis dit, je peux refaire le Tour de Divide. Tu sais, je pourrais refaire le Tour de Divide, puis là, je l'avais fait, mettons, en 26 jours. Puis là, tu te dis, je le fais en 20, puis en 19, puis je le fais avec un vélo de route, puis je le fais ses mains, puis je le fais en retenant ma respiration. Tu sais, tu peux le faire en habit de scaphandrier, tu peux faire ce que tu veux. Puis là, je me suis dit, j'ai-tu plus de fun à me fixer ces affaires-là qui n'ont pas de bon sens ou juste d'accompagner du monde? Fait que là, je me suis dit, gars, le Silk Road, c'est clair que je veux le finir, mais je veux me servir de ça pour passer un message. Je veux faire un film. La dernière fois que j'ai fait le Tour de Divide, j'ai fini par faire un film, mais j'avais juste filmé pour mes amis et ma famille. Je pensais pas faire un film de ça. C'est pas l'objectif au départ. C'était vraiment pas l'objectif au départ. Quand j'ai vu les gens réagir à ce que j'étais en train de faire, je me suis dit, by God, je pense que les gens ont besoin de ça, d'entendre parler des histoires de même. Alors là, ce qui est le fun de la Silk Road, c'est que je le sais maintenant que ma mission est claire, que je veux encourager le plus de monde possible, puis j'ai vraiment cette mission-là de motiver the next generation. Fait, je me suis dit, écoute, la Silk Road, je vais la finir, je vais me donner au maximum, mais là, je vais créer aussi du contenu pour aider du monde à travers ça. Fait que je pars avec l'idée là-bas, j'aurais pu le faire en duo. J'ai invité du monde de mes amis du Tour de Divide à venir avec moi de le faire en duo. Oui. Personne à tête est disponible, fait que moi, je pars, écoute, je me suis inscrit, je m'en vais là-bas. Et ce qui est le fun cette année, c'est que Primo Vélo, j'étais déjà ambassadeur Primo Vélo
Mais là, c'est vraiment rendu à un autre niveau. Là, je suis vraiment rendu comme porte-parole pour l'entreprise. Puis là, je suis commandité avec Shimano maintenant aussi. Alors là, c'est incroyable ce qui est en train d'arriver. Tu sais, ils sont en train de me monter un vélo, dans le fond, le vélo de rêve pour cet événement-là. J'ai fait ma liste de rêves. Ils m'ont dit, tu fais la liste que tu veux. Écoute, on va faire du contenu là-dessus. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai tellement appris du Tour Divide. Là, on va avoir un vélo spécifique juste pour ça. Puis je me dis, en créant du contenu pour parler de tout ça, je suis sûr que ça va aider les gens à se préparer aussi pour leurs affaires. Puis au Québec, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle autant précis de ces choses-là. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Puis en partant au Kyrgyzstan, je me dis, si je pars avec l'idée de faire un film, ça va être différent, là. Fait que je vais peut-être prendre plus de temps pour setuper des shots de drone, puis je vais peut-être... Mais je vais le finir en les temps. Je suis sûr que je vais finir en les temps. Mais j'ai cette mission-là de me dire, OK, on va créer du contenu vraiment craquer le monde. Ça montre qu'est-ce qui est possible de faire pour un papa de famille qui a d'autres entreprises, mais on est capable de faire des courses de même pareil. Fait que je vais parler de ça aussi là-dedans. Ma blonde s'entraîne pour un Ironman en même temps. Elle va faire son Ironman le 1er août, puis je pars quasiment le lendemain pour le Kyrgyzstan. On va tout documenter ça, puis le but, c'est pas juste de faire comme « Hey, checkez-nous », puis non, c'est de dire « Check, ça se fait, man », puis d'expliquer les enfants au travers, puis tout. Fait que je suis vraiment... Pourquoi je te parle de tout ça, c'est que là, ma mission est claire. C'est que je fais plus juste ça pour moi. Le Tour Divide, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Je voulais finir le livre de ma vie du vélo. Si tu as écouté le documentaire, c'est quelque chose peut-être que tu as retenu. Oui, c'est vrai. Mais là, une fois que le livre est fini, ben, on va ouvrir un nouveau chapitre. Puis le nouveau chapitre, ben, c'est la motivation. Puis de craquer le plus de monde possible. Fait que la course est là, mais l'objectif en arrière est beaucoup plus grand que ça, dans le fond. Mais tu ne donnes pas l'objectif de gagner ou de faire un podium. Mais je vais... Ouais, tu vas donner tout ce que tu peux. Je vais donner tout ce que je peux. Ouais. En filmant, puis juste de finir ces affaires-là. Je veux dire, tu es déjà content de juste pas... juste te rendre à la fin. Puis je pense que Marie-Pierre Savard, elle l'a vécu. Écoute, elle s'est rendue, je pense, à 1700 sur 1900 km, quelque chose dans le genre. Là, pas loin, t'es presque. Fait que, puis elle s'est fait coter sur le temps aussi, je crois, là, mais l'affaire, c'est juste de finir, c'est malade. Là, t'sais. Mais c'est clair que, comme d'habitude, tu commences à me connaître. Je vais donner tout ce que j'ai, même. Je suis certain là, que déjà, tu es en mode préparation. Puis là, tu sais, tu vas tout donner, là, c'est sûr. Oui, puis là, je commence à tout calculer. Fait que, tu sais, c'est l'alimentation, le training, l'équipement, le bike, les gens autour de moi, les commanditaires, les types de caméras que je vais traîner. Je suis tout déjà en train de peser toutes mes affaires, là, tu sais, je veux dire. Oui. Puis le bike qu'on est en train de me monter, c'est balade. C'est vraiment cool. OK. Là, c'est certain que juste au niveau du bike, tu as sûrement tiré des leçons de ton expérience sur le Tour Divide parce qu'on s'en était déjà parlé. Tu m'as dit, oh là, il y a des affaires que j'ai faites que je ne referais pas. J'ai travaillé 2 ans sur ce bike-là. Là, on repart pas à zéro, mais oui, il est malade, le bike. Je l'adore. Il est encore là. Il est sur mon trainer chez nous. Je l'adore. Le bike fit est incroyable. Tout est là. Mais il y a une affaire qui manquait qui change toute la donne. Il y a 2 affaires. C'est, je veux un double suspension. Un vrai double suspension. Avant, j'avais juste une tige de sel à suspension. Fait que tu t'en profites juste quand t'es assis, mettons. Quand t'es debout, des fois, tu te fais bardasser. Oui. Oui. Fait là, je veux un double suspension avec un dropper. Puis le poids, man. Le poids. Faut que tu sois capable de pousser, là. Écoute. Parce que c'est ça. Vas-y. C'est une course de mountain bike. Ça, c'est clair. Le terrain, c'est du mountain bike. Tu t'en vas pas là avec un vélo de route ou avec un... C'est que ces courses-là, les organisateurs, ils ont le gros plaisir, man, de nous faire passer à des places vraiment pas possibles. Oui. Quand je dis pas possible, c'est que c'est inaccessible. C'est soit des trails de hiking, soit que c'est des vieilles trails de l'Union soviétique de la Deuxième Guerre mondiale avec des barbelés, ce qui est le cas au Silk Road, c'est même pas une exagération. C'est des vieilles routes de guerre qui ont été abandonnées. Et là, pour l'effet historique et spectaculaire, ils nous font passer là. Puis en bas de la montagne, tu vois une autoroute, là, puis là, t'es comme, ben oui, on passe là avec nos bikes. Et là, il y a le phénomène, quand on fait ces courses-là, c'est qu'il y a le phénomène du hike-a-bike. Est-ce que tu sais c'est quoi le hike-a-bike, man? Tu hikes, puis avec ton bike sur les épaules où tu le pousses. Parce que puis là... Parce que c'est pas possible de monter ou t'es juste pété, puis c'est ça. Bref.
Tu comprends le concept. Je comprends le concept, puis je me rappelle que Marie-Pierre en parlait, elle disait qu'il y avait des endroits qu'elle ne pouvait pas pédaler, ça ne roulait pas, il fallait qu'elle pousse son vélo, un vélo qui pesait une tonne, parce que les sacoches et puis tout. Quand tu es fatigué, c'est 2 tonnes. C'est ça. Fait que là, je comprends que tu mets beaucoup d'emphase sur le poids et que tu souhaites avoir double suspension parce que là, quand tu vas redescendre au bord d'un col, puis là, ça va bardasser, que les dents vont te claquer. Écoute, dans ces courses-là, tu me disais que tu as fait ta plus grosse run de gravier cette année. Oui. C'était combien de kilos? C'était 112 km. Tu étais fier de toi? Absolument. Comment tu te sentais à la fin? Je me sentais, premièrement, j'étais claqué, mais j'étais hyper fier de moi. Tu étais fier de toi, mais pourquoi tu étais claqué? J'avais mal aux fesses. Premièrement, c'est ça. Bon, c'est ça. C'est un classique, hein? Ouais. Je pense que. Puis, fait que de passer 8 heures, ça t'a pris combien de temps? Environ 5h30. Et voilà, 5h30. Fait que de passer 5h30, 8, 10, 12 heures, 20 heures sur ton bike, là, c'est exponentiel. Le confort du bike, c'est ça qui arrête le monde. Si je te pose la question, tes jambes, là, je veux dire, t'aurais pu continuer. Oui, j'aurais pu continuer mes jambes. Bon, ma blonde, elle vient de faire, on a fait Québec Thetford Mines pour son entraînement de Ironman. C'est un genre de 156 kilos, c'est la plus longue distance qu'elle a faite. Elle, à la fin de la journée, encore une fois, c'est pas les jambes, c'est le bike fit, c'est le j'ai mal au fofun, j'ai mal au poignet, j'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules. Alors là, ça, c'est l'expérience, man. Je te dis, là, j'ai expérimenté avec mon bike sur le bike fit, c'est clair. Mais le choix des composantes aussi. Puis c'est là qu'un vélo de double suspension, tu te dis, c'est pas rapide, un vélo de cross-country, ça peut pas battre un bike de gravier ou de route. Ça dépend. Ça dépend du terrain, puis ça dépend. Puis si tu veux pédaler 20 heures sur ton bike dans la journée, le fait d'avoir une suspension, une absorption, une tige de selle, une selle qui est adaptée pour toi, mais aussi qui absorbe les coups, le guidon qui absorbe des coups. Tout est pensé pour avoir le moins de vibrations possible. C'est ça qui te tue. C'est pas juste la forme physique rendue là. T'as bien beau avoir un VO2 max dans le piton, t'es entraîné. Ce qui ramasse les gens, c'est tout le reste. Exact. Ton cuissard qui t'arrache l'intérieur des cuisses. C'est tout ça, man. Ah oui, c'est ça. Ça fait que, là, il y avait l'environnement, la température sur le Tour de Divide qui était particulier, le froid, la neige, la pluie, le chaud, le désert moins 10 et tout. à 45. Ça, tu vas retrouver ça aussi au Kyrgyzstan. Pareil. Mais il y a la poussière aussi que tu vas peut-être, qu'on entend parler beaucoup, qui est un aspect important la poussière, de l'expérience. L'altitude, dormir en altitude, le fait aussi qu'au Tour de Divide, j'avais accès à des 7-Eleven, puis des McDo, des Subway, que j'achetais mon fameux 24 pouces que je mettais dans mon sac de cadre. Là-bas, il n'y en a pas de ça. Il y en a peu des endroits où tu peux acheter de la nourriture. Puis si tu as écouté l'épisode de Marie-Pierre, elle disait que vu qu'elle était dans les dernières... il manquait de stock. Arrivait, puis c'était vide. Et voilà. Alors... il faut que tu aies un plan pour ça. Puis il faut que tu sois capable que quand il y a un resupply, il faut peut-être t'entraîner pas mal plus que tu penses. Et là aussi, c'est de s'adapter à la nourriture locale, de ne pas tomber malade, filtrer tes affaires, faire attention. Alors là, mon petit luxe du 7-Eleven, moi, je débarquais au 7-Eleven, je me calais genre 2000 calories liquides, tu sais, du Coke, Red Bull, tu sais, mes classiques que je connais, puis je sais que ça passe. Fait que pour moi, un des défis, ça va être clairement de m'adapter à la nourriture locale, mais je vais me pointer une semaine et demie à l'avance, sinon 2 semaines. Le but, c'est d'adapter mon estomac à l'eau, à la nourriture locale et l'altitude. Mais tout ça, ça fait partie. C'est clair, tu peux être le plus entraîné du monde. Si tu tombes malade, puis tu as la gastro, puis la diarrhée, c'est terminé. Là, t'sais. Alors, tout ça, c'est un facteur. Et, bref. OK, puis ton plan côté, c'est ça, mettons, côté alimentation et sommeil, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. C'est quoi ton objectif là-dedans? Fait que là, je parlais de lightness, là, de poids, puis là, je vais t'expliquer ma stratégie. Oui. Fait que tu veux que je te parle de ça? Parfait. Oui. Fait que première chose, ce que je me suis rendu compte autour de Divide, c'était que j'ai essayé de faire un compromis. C'est tout le temps le compromis confort, rapidité, confort, poids, durabilité du matériel. Il y a tout le temps facilité à réparer ton stock.
Et au Tour Divide, je pense que j'étais allé un petit peu trop safe. Vu que c'était la première fois que je faisais cette distance-là, j'avais une tente 2 places. Oui. Qui était ultra légère. Là. Je veux dire, j'ai enlevé tout ce qui était superflu, j'ai tout mis ça à peser, mais veux pas, elle pesait, mettons, 850 grammes. C'était quoi que tu avais déjà? C'était une Hornet, dans le fond, de Nemo. Nemo Hornet Backpacking 2 places. Dragonfly. Et superbe tente, c'est malade, mais c'est 850 grammes. Là, quand tu passes à un bivy, qui est juste un sac par terre, avec une petite arche, là, tu tombes à 400 grammes. Mais pas juste 400 grammes, c'est que tu sauves du volume. Tu sauves de l'espace. Quand tu sauves de l'espace, ça veut dire que tes sacoches en arrière, ils peuvent être soit plus petites ou tu enlèves le sac au complet. Moi, je suis commandité par Tailfin. Je ne sais pas si tu connais Tailfin. Les sacoches. Écoute, je suis en amour avec ces produits-là. J'ai raidé avant qu'ils me commanditent, mais bon, turns out que c'est les meilleurs produits que je pense pour le backpacking. C'est incroyable, mais l'affaire, c'est que chacun de leurs sacs, mettons les sacs de 10 litres que je mets sur le côté sur mon arche en arrière, sont 1 livre chaque, juste le sac. Parce qu'il est waterproof, il est fait solide, il y a un système de détache rapide, etc. Si tu peux ne pas l'avoir, le sac, ben non seulement tu sauves le poids du stock dedans, mais tu sauves le poids du sac de 1 livre par-ci, 1 livre par-là. Et pour te donner une idée, mon vélo du Tour Divide, mon Salsa Cutthroat, fait sur mesure, que j'ai travaillé 2 ans dessus quasiment avec pas budget limité, mais j'ai mis pas mal tout ce que je voulais dessus. À la fin, il a tombé, c'est un vélo qui était à 27 livres. 27 livres avec suspension avant, tu sais, je descends la suspension. 27 livres. Sans sacoche. Sans sacoche. Là, le Trek Super Caliber que je suis en train de me monter là, je sais pas si tu connais le Trek Super Caliber. Et là, c'est un double suspension de cross-country. Le Trek Super Caliber avec les nouvelles roues, mettons, tu sais, comme là, je suis commandité Shimano, fait que là, j'ai accès aux nouvelles roues. C'est des roues de cross-country, XTR, les race. Ça n'a aucun sens. J'ai filmé des réactions de monde à la shop que je leur donnais dans la main, là, puis ça pèse le poids des roues de route. Tu sais, tu la sens pas dans ta main. Les roues, le cadre, les choix de composantes, ci et ça. Juste sur le bike, mon objectif, c'était de sauver 6 à 7 livres sur le bike. Là. Pas les sacoches, pas toute la... Et là, si tu enlèves 6 à 7 livres sur le bike, puis après ça, tu enlèves, mettons, un autre 3-4 livres de, tu sais, bivy, sac, tu enlèves tel sac en arrière. Et là, mon calcul à date, là, on va tout documenter ça sur YouTube, c'est clair, mais je pense qu'avec mes calculs, là, à la fin, là, je vais peut-être atteindre un 14 livres de différence sur le bike et setup. Ça veut dire ce qu'il y a dans les sacoches. Et 14 livres, là, je peux te le mettre. On peut prendre une haltère ici dans ton studio de trainer. C'est énorme. C'est beaucoup. Ah, okay. Oui, absolument. Ça veut dire que si tu arrives à un resupply, tu veux mettre de la bouffe dans ton bike, tu peux avoir plus d'eau, tu peux avoir plus de bouffe, tu peux te traîner peut-être. Tu sais, une des jokes que le monde me disait, là, je suis rendu un vendu aux tous les systèmes de transmission électronique. Avant, j'étais comme câble. Et là, tous les problèmes que j'ai eu dernièrement dans toutes mes courses étaient reliés au câble. Et là, depuis toutes ces aventures-là, tu sais, Shimano a sorti leur nouveau système DI2, XTA, bon, là, c'est sur toutes mes bikes. Et là, j'étais comme, écoute, tu sauves tellement de poids sur le bike que là, tu peux te permettre des affaires de fou, du genre, tu sais, le monde, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais si ton dérailleur, il pète? Ou qu'est-ce que tu fais si ton shifter, il pète? Ben, t'entraînes un de spare, Ben. Fait que mon plan, c'est que t'économises tellement de poids. Imagine 14 livres, ça veut dire, je peux amener, mes roues sont tellement légères, ben, je peux me permettre peut-être de mettre des couches corps dedans. Je peux me permettre d'avoir des tailleurs plus beefy. Oui, je peux mettre un casing. Et voilà, casing plus important. Je peux me permettre d'avoir un shifter complet d'extra. Je peux me permettre de prendre un dérailleur XTR, cache de carbone, tu wraps ça dans un papier bulle, tu fous ça au fond de ton sac, puis t'es au Kyrgyzstan, il arrive de quoi, man? Bon. Tu swaps ça, t'as pas de câble, tu fais juste clip in. C'est quoi les chances que en 2000 km, là, que tu brises 2 shifters puis 2 dérailleurs?
Ça, t'es blindé. Puis écoute, j'ai testé, j'ai eu le XTR, j'ai eu la chance d'avoir le XTR DI2 quasiment avant tout le monde au Québec. Primo me l'avait passé, c'était incroyable. J'étais comme, oh my God, je peux tester ça. Et là, je te l'ai bâché, man. J'ai tout fait avec ça. C'est incroyable. Puis le fait qu'il est sur une patte de dérailleur standard, le UDH, ça veut dire que contrairement à SRAM, j'adore SRAM, là, leur Eagle Transmission. Je ne sais pas si tu as déjà essayé leur système de T-Type. Oui. Là. Bon, c'est extraordinaire. C'est juste que, veut pas, il n'y a pas une patte de dérailleur. Là, ils vont dire que c'est indestructible, whatever. Mais la réalité, c'est que, mettons là, que tu tombes de ton bike, puis tu es en haut d'une montagne, puis il tombe je sais pas, en faisant des flips. Oui. Je veux dire, ce qui est cool d'une patte de dérailleur, c'est que tu peux la changer. Fait que ça, je trouve que l'approche de Shimano est extraordinaire. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube. Je pense que j'ai fait une vidéo sur le XTR DI2 qui dure 25 minutes sur mon YouTube, juste sur le dérailleur. Ça te donne une idée, mais je suis convaincu que c'est un super système. Mais l'affaire, c'est que si ton bike est tellement léger que tu peux traîner des affaires de plus, moi, je trouve que c'est bulletproof, pas à peu près. Là. Parce que de toute façon, il aurait fallu que tu traînes quelque chose pour au cas où tu brises en mécanique. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Puis de faire des choix sur le vélo qui sont intelligents, genre, je vais avoir des breaks d'enduro, avant et arrière, pas des breaks de route, pas des breaks de cross-country 2 pistons. Non. C'est 4 pistons, les nouveaux XTR, que là, j'avais peur. J'étais comme, ouais, c'est la nouvelle huile qui n'est pas compatible avec toutes les breaks. Tu sais, Shimano ont eu la même huile pendant très longtemps, mais là, la nouvelle huile qu'ils ont mis dans leur nouveau break, il y a juste celle-là qui fonctionne dedans. Mais la joke, c'est que je disais à la gang chez Primo, je disais, anyway, il n'y a pas de bike shop, man. Fait que, mettons que le break qui pète, je peux pas le réparer. Fait que je me suis dit, j'aime bien mieux avoir les 2 breaks les plus puissants qu'il y a sur le marché. S'il y en a un qui lâche, j'ai l'autre. Puis c'est des 4 pistons, fait que j'emmène juste un type de pad de spare. Alors je peux switcher. Ils sont tellement puissants que je le sais que je vais être correct. Je vais m'en sortir. Mais la joke, c'est qu'il n'y a pas de bike shop. Fait que traîne de quoi qui est tu sais, whatever. Rendu là, il y a un gars l'année passée qui a marché, pour te donner une idée, il y a un gars qui a marché les 300 derniers kilomètres à côté de son bike pour finir. J'ai écouté le documentaire, il a pleuré en arrivant à la fin, puis j'étais comme, dude, je te file, mon gars, j'ose pas. J'y avais pensé au Tour de Vaide faire ça quand mon bike a pété puis que mon corps a cassé. J'étais comme, est-ce que c'est possible de courir 200 km à côté de mon bike? Oui, tu sais, je suis prêt à le faire. Le gars, il l'a fait, man. Il a marché 300 kilos pour se rendre dans les tables, il a fini. Je trouve ça incroyable, mais il n'y a pas de bike shop. Fait qu'il arrivera ce qui arrivera, tu sais. C'est ça. Wow. Ça fait que... là, on a déjà parlé pas mal d'affaires. Mais là, on parle du bike. On parle du bike. Préparation. Là, le sommeil. Fait que là, j'ai compris que tu dormais dans un BV. On dort dans un BV, puis pour revenir à ce que tu disais, j'aime ça que... Hey, merci de me ramener à l'ordre, man. Je te dis, on peut parler pendant 12 heures de ces affaires-là. Je suis bien craqué. Écoute, dans le fond, le ratio confort. J'ai décidé... Genre, au Tour de Vaide, j'étais comme, je veux mon petit confort, tu sais. J'étais même parti, pour te donner une idée, à Banff, j'avais une chaise pliante. Tu sais, ultra light, que j'avais mis en arrière, puis j'étais comme, je pense que le soir, je vais m'asseoir, puis... Non, man. Mais là, tu partais pour 24 jours. C'est pas la même affaire que non, mais 2000 km. Là, non, mais je faisais des grosses journées, peu importe, tu sais, je faisais des grosses journées, mais le soir, t'es tellement pété. La dernière chose que tu veux faire, c'est de t'asseoir puis de checker le paysage. Genre, tu veux juste te coucher dans ta tente, man. C'est la seule affaire que tu penses. Puis je me suis juste rendu compte qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit sur le GR20 en 2018, quand j'ai fait la première fois, on en parlait tantôt, il y a un randonneur qui m'avait dit « Le confort est l'ennemi du randonneur. » Pour vrai. Ça, mon gars, là, il y a des phrases dans la vie qui m'ont resté. Là, celle-là m'a resté, man. Le confort est l'ennemi du randonneur. Ça, c'est pour la randonnée. Je vous garantis que ça s'applique au vélo, man. Le confort, là, à quel point tu veux ton café le matin? À quel point tu en as besoin? À quel point tu veux ta petite chaise? Puis à quel point tu veux ton oreiller là, pour... Moi, je pense que ce que j'ai appris autour de Vaide, c'est... Puis que je vais appliquer là-bas, c'est... Quand tu as juste 3 heures de sommeil par nuit, là, je dormais entre 3 et 5 heures autour de Vaide. Des fois, j'ai pratiquement pas dormi. J'ai pédalé pendant 22 heures de temps, ma plus grosse journée. Écoute, je te garantis, tu es tellement fatigué, Steve, là, que tu pourrais, man... dormir n'importe où. Je te dis, tes standards, ils baissent, là. Ouais. T'es la même personne,
mais t'as pas les mêmes standards que quand t'es parti, là. C'est ça. Tout devient malade. Mais quand je dis que tout devient malade, puis Marie-Soleil Blais, elle en parle des fois dans ses vidéos, puis je trouve ça fantastique, c'est, man, tu dors, là, tu vois une patch de gazon à terre, là, puis tu dors là, man, un banc de parc, tu t'allonges à terre 15 minutes, puis là, ta pause, là. Ben oui. Puis c'est là que je me suis rendu compte, mettons, là, j'ai juste besoin d'un bout de matelas, j'ai pas besoin d'oreiller, j'ai pas besoin de café le matin. Moi, je suis un gars de café, le gars, je t'en prends un encore, tu m'en as offert un. Je suis à mon 4e aujourd'hui, je suis un gars de café, mais pour ces événements-là, c'est pilule de caféine. Uh-huh. C'est instantané. Si j'amène du café instantané, je le bois froid. Oui. Pas de brûleur, c'est du temps perdu. Pas de gaz à traîner. Puis écoute, c'est combien de fois dans ta vie tu fais ça? J'ai fait le Tour de Vide, Silk Road, j'ai d'autres objectifs, mais mettons que je fais 10 grosses courses de même dans ma vie, c'est rien. Là. C'est comme quand j'ai monté des grosses montagnes et tout. Tu t'en fous de ce que tu manges, tu t'en fous de ton confort, mais ce que ça donne, par exemple, c'est que tu es plus rapide, man. Ben oui. Tu es plus rapide, c'est motivant. Puis je pense que c'est Marie-Pierre Savard. Je pense que quand j'ai vu son setup de bike, quand elle est partie, je l'avais suivi sur les réseaux, j'ai vu son setup, j'ai fait « Oh man, c'est lourd, là. » Puis moi, là, je suis quand même un gars qui s'entraîne. Tu sais, je fais de la musculation aussi, je fais de l'escalade pour être capable de pousser mon bike parce que ça fait partie, on parlait du hiker bike tantôt. Plus que ton bike est lourd, plus que tu as besoin d'être physique pour te battre avec, là, surtout quand tu es fatigué puis tu descends. Ça va dans tous les sens. Là. Si ton bike est plus lourd, il est plus dur à contrôler en descendant. Tu uses plus tes pattes de break, tu as plus de chances de tomber. Là, quand tu le pousses, tu perds plus d'énergie, il faut que tu manges plus. C'est tout ce ratio-là. Oui. Puis là, je me suis dit, au diable le confort. Au diable le confort pendant 2 semaines. That's it. Par contre, il faut que quand même tu penses à la température. Il va falloir que tu traînes des vêtements chauds. Oui, mais ça, c'est important. Si tu traînes moins de confort pour dormir, maintenant, ben là, tu peux peut-être te permettre un jacket de plus. C'est là que je me dis, un jacket de plus. Une doudoune ou un bib supplémentaire si le tien est dégueulasse puis tu es quasiment en train de te faire des infections parce que tu as peut-être des petites blessures, des petites coupures. De changer de vêtements, ça peut être, je pense, plus un game changer que d'essayer de faire ton café le matin. Ben oui. On s'en fout, là, tu sais. Ben, je me rappelle plus qui disait ça. Je pense que c'est Marie-Soleil, justement, dans un podcast à quelque part, qui a parlé justement des bibs. Elle disait que on en a parlé dernièrement, oui. Changer de bible à tous les 400 km. Là, puis le feeling que tu as, c'est plus hot que d'essayer de dormir dans ta tente avec 5 stars. T'es tellement mieux de peut-être, c'est ça, traîner un petit peu plus de vêtements, traîner des pièces de spare. Je serais même prêt à dire, j'aimerais mieux traîner un dérailleur de spare puis de dormir moins bien ou de me rendre plus rapidement à un hôtel aussi. Il y a ce phénomène-là. Tu sais, si tu dors dehors, dans ta tente, c'est bien moins réconfortant puis c'est bien, tu récupères beaucoup moins que dans un hôtel. Et cette année, Robin, qui a battu le record du Tour de Vide, je ne sais pas si tu as suivi ça, il a écrasé ce qui s'était fait avant, mais on ne peut jamais comparer les efforts. Hein? Le record avant était 13 jours et là, il a fini en bas de 12, je crois. Là, c'était 11, je pense. 11 quelque chose. Mais il y a eu une météo incroyable. Il y a eu le vent dans le dos. On n'enlève rien. Mais il a prouvé une technique différente. Il n'a pas traîné de kit pour dormir. Lui, il était comme, je pousse à aller à toutes des villes. Oui, quelque chose, un vélo ultra léger. Ultra light, quasiment aucune sacoche. Presque traîne rien. Aérodynamique. Je dors dans des hôtels tous les soirs. Et voilà, puis il a prouvé, man, ça a marché. Puis check, ça... Ben oui, parce qu'il y a aucun confort. Puis c'est all-in. C'est si il arrive plus de rapide, tu vas plus loin, tu dors mieux, tu récupères plus. Et voilà. Fait, je me compare pas à des athlètes comme ça. C'est vraiment des athlètes d'exception. Puis ce qu'ils font, c'est vraiment out there, extraordinaire. Ils poussent les limites de qu'est-ce qu'on pense que les humains, on est capable de faire. Je trouve ça incroyable. Moi, je fais un petit compromis. Ben écoute, tu sais... Traîne le drone, traîne la cam, puis un minimum de... J'ai des enfants à la maison. Je promets tout le temps à ma blonde de faire tout pour revenir en santé. Je vais faire un compromis de bike qu'il y a ce qu'il faut pour me démerder s'il arrive quelque chose. On va dire ça de même. Puis il y a quand même, tu sais, je pense qu'il faut être réaliste, là. Je sais que tu es un athlète exceptionnel,
mais il y a des gens qui font ces courses-là, ils sortent du Tour de France. C'est des athlètes professionnels. J'ai aucun problème avec ça de pouvoir le dire. Je suis tellement content que Primo, quand j'ai embarqué avec eux autres, c'est vraiment, moi je leur ai dit, moi je vous vends pas des podiums. Là. Je pourrais pas être le gars sur le podium à challenger ce qui est humainement possible. J'ai 39 ans, j'ai 2 kids à la maison, j'ai ma blonde qui performe aussi. Il faut être réaliste. Puis je fais d'autres choses. Là. Je fais de l'escalade, je fais du trek, je fais plein d'autres choses. Un moment donné, il faut être réaliste. Puis je suis bien à l'aise avec ça, mais ce que j'aime, c'est que les gens qui embarquent dans mon projet avec moi, puis qui m'encouragent, puis qui me commanditent, c'est du monde que je leur dis, écoute, je te donnerai pas de podium, mais je vais te donner de la motivation, je vais te donner des trucs, mais je serai pas sur le podium, mais je respecte. Pour avoir goûté à ces courses-là, je regarde ce qu'ils font, puis je suis comme... C'est vraiment un autre niveau, là. C'est incroyable. Je t'admire énormément. Puis pour que on a passé un peu vite sur certains trucs, là, parce que je veux que les gens comprennent, parce que peut-être pas tout le monde qui sont familiers avec les termes qu'on a utilisés, là. OK, tu t'enlignes avec un vélo ultra léger. Tu prends quand même des leçons de gens là, qui ont des choses qui ont fait leur preuve, là. OK. Vélo ultra léger, t'apportes beaucoup moins de choses que dans ton expérience sur le Tour Divide. Tu vas dormir dans un bivy. Un bivy, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, là, parce qu'on ne l'a pas détaillé, là. Un bivy, peut-être pas tout le monde qui connaît ça, mais c'est même pas une tente. C'est comme non, c'est juste un sac que tu mets par terre. Puis moi, dessus ton sac de couchage. Ouais, puis dans le fond, tu te mets comme un verre de terre, là, tu t'insères à l'intérieur. Puis c'est vraiment, on pourrait quasiment appeler ça c'est un refuge, tu sais, c'est un abri de fortune. Ouais, c'est rien. Mais l'affaire, c'est si t'es pogné dans le pluie puis il faut que tu dormes quelque part, c'est ça. Ouais. Moi, mon plan, c'est de dormir à Belle-Étoile. S'il pleut, j'ai dit à ma blonde, je vais continuer. J'ai appris ça, je m'en fous. Je vais me rendre où est-ce qu'il faut que je me rende. Je le sais. Si j'ai la motivation que je suis gelé, là, genre il vente, il pleut, écoute, je vais continuer et je vais me rendre où est-ce qu'il faut que je me rende. Soit un abri, soit un hôtel, soit trouver un abri naturel. J'ai fait de la survie depuis que je suis tout jeune. Je vais improviser quelque chose, mais le bivy, c'est quand même la sécurité de, mettons que je me blesse, je peux quand même m'insérer dans ce sac-là, puis ça garde la chaleur. Mais est-ce que c'est glamorous? Est-ce que c'est cool? Est-ce que... c'est vraiment pas. Là. C'est vraiment pas. T'as dit vers de terre, c'est de même qu'on se sent. Mais avec InReach, les Garmin InReach, je sais pas si tu connais, dans le fond, c'est des communicateurs satellites, des outils de communication satellite. C'est incroyable où est-ce qu'on est rendu. On est rendu avec les nouveaux que j'étais même capable au GR20 d'envoyer des photos puis des messages audio à ma blonde satellite. Mais on est capable d'avoir la météo aussi. Fait que là, mettons que tu te dis, tu checkes la météo à ce point-là, GPS à la planète Terre, ben pour 12 heures, il n'y a pas de pluie, ben je vais dormir à Belle-Étoile. Tu te pitches à terre, tu te sors de ton sac pour juste protéger ton matelas, puis tu dors là-dessus. Puis ma technique, ça va être, tu gardes le matelas à l'intérieur du bivy, puis tu wraps tout ça en one pattern, tu roules ça, tu pitches ça dans ton sac, le sac de couchage à part pour pas qu'il y ait d'humidité, mais le matelas puis le bivy, tu roules ça, pitches en arrière, on est parti. Pas de perte de temps. Non, puis ton matelas, c'est quoi? Tu traînes un matelas gonflable ou juste un matelas d'une cellule foam? Non, pas de foam. Ça prend trop de place. Okay. Fait que dans le fond, je les ai toutes testées. Je pourrais faire d'autres vidéos là-dessus, là. Mais dans le fond, le Thermarest, là, ils l'ont discontinué, mais c'est le Uber Light. Non, là, c'est le noir. Là, ils l'ont discontinué. Ils ont tellement eu de problèmes avec. Fait que si vous avez un Uber Light chez vous puis qu'il ne leak pas, gardez-le parce qu'ils n'en vendent plus. Mais c'est celui-là qui est le plus compact, le plus... écoute, ça pèse rien. Puis c'est surtout pas beaucoup de volume. Sinon, c'est le jaune. Là, c'est le X... le X quelque chose, man. Il change tout le temps de nom, mais le jaune qui fait moins scrunch qu'avant de sac de chips, c'est ça. Qui est un petit peu plus résistant, mais je pense que je vais prendre mon Uber Light qui a survécu au GR20, puis je pitch ça là-dedans, ça pèse rien, tu le sens même pas. Pitch ça là. Fait que mon sleeping system va peut-être... T'as même pas besoin de traîner de sac, en réalité, tu roules tout ça. Puis, Tu roules tout ça, pitch ça dans le tailfin en arrière, dans un sac cargo, pitch ça là-dedans. Même pas de strap, même pas de sac pour le compresser. Tu t'effoires ça dans le fond du sac. Tu sépares les items qui ne peuvent pas être mouillés, dont ton linge, puis tu sépares ça que... Tu sais, une tente, le matin, c'est tout plein d'eau. Tu mets ça dans une place dans le sac que ça peut être mélangé avec toutes les affaires qui peuvent être mouillées. Fait que tes bas waterproof, tes gants,
ton jacket, tu pitches tout ça là-dedans, et that's it, man. Wow. Hey, écoute, j'ai hâte de voir le film. Ah, mais c'est ça. Fait que tu vas traîner du matériel en plus pour faire un vrai film. Cette fois-ci, tu vas traîner un drone. Je traîne 2 caméras. J'ai tout testé dernièrement. Il y a un nouveau drone de DJI qui est capable de te suivre pendant que tu pédales. Oui. Des nouvelles caméras ultra légères. J'ai tout fait mes tests. Puis oui, ma priorité numéro 1, c'est de vivre l'expérience à fond, me faire des amis, aider du monde s'il faut. La même chose que le Tour de Divide. Pas juste regarder mon guidon par en bas puis aller le plus vite possible. C'est un ensemble de choses. Puis vu que c'est d'inspirer du monde, ben oui, je vais sortir la cam. Puis oui, je vais me forcer en tant que photographe professionnel. Je vais des fois débarquer du bike. Je vais dire, on fera une bonne shot, mais ça vaut la peine. Puis je le sais, je ne regretterai pas. Puis ce qui est le fun au Silk Road, c'est qu'il y a des photographes sur place. Que j'ai même payé ma licence, vu que je suis un athlète commandité. Tu payes une licence supplémentaire parce qu'il y a des photographes qui sont là pour prendre des photos. Ils font un livre à la fin. Je trouve ça extraordinaire. Quel souvenir. Fait que tu as des photographes qui sont sur le parcours, qui nous suivent. Je vais filmer le tout, mais les paysages, ça va être complètement débile. C'est hot parce que cette course-là, justement, si tu dis, c'est suivi, vous avez le Garmin InReach qui rapporte en temps réel un peu. C'est comme pour le Tour de Divide, vous avez les dots, mais tu sais, il y a un commentateur qui suit tout ça. Exactement. Il y a des sites web comme Dots Watcher qu'on est capable de suivre les courses. Il y a Track Leader aussi qui suivent toutes ces courses-là. C'est incroyable. Les gens qui s'intéressent à ça, moi, je vous dirais, une des choses que vous pouvez faire si ça vous intéresse de participer, c'est quand la course arrive, loguez-vous sur Track Leader, puis suivez les coureurs en temps réel. Levez-vous le matin, regardez où est-ce qu'ils sont rendus. On est capable de voir maintenant, même il y a des layers, des couches qu'on peut rajouter. On voit le vent, la direction du vent. On voit la température. S'il y a de la neige, où est-ce que les gens passent. On est tous capables de voir ça sur Ride with GPS, puis sur Track Leader. Fait que pour les gens qui veulent aller un petit peu plus deep, regardez ça. Mais là, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on peut regarder sur Track Leader. Tu peux regarder, moi, mon Tour de Divide, là, si ça t'intéresse, tu t'en vas sur le site de Track Leader, tu checkes les archives du Tour de Divide 2024, Gabriel Rancourt, tapes ça, clique, puis tu peux revivre la course, tu fais play, tu peux accélérer le temps, puis tu vois mon point se promener sur la map, là. Fait que pour quelqu'un qui veut aller deep dans tout ça, là, puis que ça l'intéresse, ces affaires-là, vous avez tout accès à ça. C'est ça qui est incroyable d'Internet. Tu as tout ça. Puis tu vois la direction du vent. Tu vois où est-ce que j'ai ralenti, que j'ai arrêté. Tu te poses la question, Gab, il a dormi où? Ben, tu as tout ça, là. Tu me vois arrêter, tu vois l'heure de la journée. Mais tu peux regarder aussi d'autres personnes. Tu regardes, mettons, ton idole, l'athlète incroyable en avant, dans le top 3, top 10. Tu regardes les stratégies qu'ils ont faites, les temps d'arrêt. Tout ça est sur Internet. Fait que pour les gens qui veulent aider, puis il y a manière d'aller deep. Ben oui. Tabarouette. Hey, fait que, ça peut être super excitant. Fait que là, tu es en mode préparation, certainement. C'est au moins 6 à 8 mois de préparation. Oui. C'est clair. De conditionnement, nutrition, mental aussi. Juste de chercher pourquoi tu fais ça, de trouver les bonnes façons, les bonnes raisons pourquoi tu le fais. Ça se fait pas en 2 semaines. Là. Mais non, certainement pas. Non. Y a-tu des choses par rapport à cette course-là? Que tu abordes différemment au niveau de la préparation versus de la préparation que tu avais fait pour le Tour des Divide? Oui, une chose que je voulais parler aujourd'hui qui me tient vraiment à cœur parce que ça peut affecter énormément de gens, c'est que ce qui est arrivé cette année, c'est que j'ai fait le processus. Je m'entraînais énormément l'année passée. Puis je me disais, je file pas, man. Tu sais, genre, je m'entraîne comme un débile. Okay. Je cours, je pédale, puis je monte les marches chez nous, puis j'ai des picots noirs dans la tête. Là. J'ai la pression qui me monte au cerveau, dans les veines. Je me dis, tu sais, ça... J'ai déjà eu ces sensations-là, mais je me dis, c'est comme de pire en pire. Puis ça n'a pas de bon sens qu'un gars en forme comme moi, je prends mon enfant à terre ou je m'amuse avec lui, puis je suis essoufflé des fois, puis là, j'allais courir, puis je checkais mes BPM, tu sais, genre, ou quand j'ai fait, pour te donner une idée, j'ai fait, la dernière fois que j'ai fait le raid du bras du Nord, le gros box, c'est comme une course qu'on a à Saint-Raymond. J'ai tenu quasiment mon cœur à 185 pendant quasiment 4 heures de temps. Wow! Ouais. OK. Fait que là, tu sais, pendant un bout, je savais que mes BPM étaient hauts, puis j'étais comme, j'étais un gars qui a une grosse cadence, tu sais, je pédale vite. Puis
sais, mon cœur, il bat plus vite que les autres. Je suis peut-être 10, 15 de plus, 20 de plus que mes amis, whatever. Puis, mais à un moment donné, j'ai fait, il faut que je fasse des tests. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que dans tout le processus de préparation, je me suis dit, tu sais, il faut être dans la meilleure shape possible, il faut regarder nos affaires. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai découvert que à travers toutes les choses que j'ai faites, puis comment j'ai poussé mon corps à travers les années, mon docteur pense que mes artères se sont durcies. Puis là, dans le fond, j'ai commencé à faire de la haute pression. Oh, et voilà. Okay. Et là, c'est vraiment juste en parlant à mon médecin, puis en faisant les tests chez nous avec la machine, de suivre ça pendant des mois, des semaines, des mois. Et là, on s'est rendu compte que tu es en forme, mais tu pousses ton cœur too much. Fait qu'on a expérimenté avec des médicaments. Puis là, je veux juste te dire comment c'est important. C'est vraiment important de parler de ces choses-là. C'est le médicament que je prends en ce moment, je prends une mini-dose. Là. Je prends un genre de 30 mg de ce médicament-là pour me baisser la pression. Il y a du monde qui sont à 60, 90, 120 mg par jour. Fait que c'est vraiment une petite dose. Et je te dirais que c'est comme un produit miracle pour moi. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai appris que, tu sais, depuis quelques années, j'avais développé le syndrome de Raynaud dans mes mains. Oui, tu avais parlé de ça. Hein? Fait que dans le fond, pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi le syndrome de Raynaud, c'est à l'effort ou au changement de température ou à plein de moments à l'entraînement, avec les différentes pressions de ton cœur, ben moi, je perdais toute sensation, toute alimentation en sang à mes extrémités surtout. Là. Fait que mes mains devenaient blancs. Je pouvais m'engeler les mains, même dans le garage chez nous. Là, je m'entraînais, je faisais du Zwift, puis là, je finissais mon training, puis là, ma main est blanche. C'est capoté. Là. Puis là, je me disais, il y a du monde qui ont ça, c'est pas grave. Et là, quand je parle avec mon médecin, il est comme, la haute pression, ça fait des affaires, donc ça peut causer le syndrome de Raynaud. Fait que là, on commence à connecter tout ça ensemble. Et là, ce qui arrive, c'est, imagine-toi, Steve, depuis quelques mois, je prends ça, puis je suis plus le même gars. Là, je me rends compte. C'est comme si tu roules un char depuis longtemps, mais tu sais, t'as pas fait de changement d'huile. Tes heures sont finies, man. Il y a 3-4 check engines dans le dash, puis tu te dis, on met des tapes dessus, là, il n'y a pas de check engine. Et là, j'ai pris cette pilule-là avec d'autres suppléments, puis wow, je me dis, pour être honnête, là, je pense que le Tour de Vide aurait vraiment été plus facile. Genre, ça change. Là, je vais courir, puis là, ce que ça fait, c'est que là, mes BPM sont beaucoup plus bas en zone 2. Okay. Fait que ma zone 2 est... Ouais, c'est ça. Fait que là, je suis sur Zwift en ce moment, puis j'ai des chiffres que j'ai jamais eus, là. Mais pas pour bien plus d'efforts, là. Je veux dire, je fais les mêmes affaires qu'avant, là. T'es plus à 185. Non. Fait que là, ma zone 2, puis le nombre de watts que je peux pousser, j'ai jamais atteint des chiffres comme ça. Mais aussi, c'est que là, vu que mon cœur bat moins vite, ben, je transpire moins. Un autre problème que j'avais. Parce que c'est un autre phénomène de plus que ton cœur pompe vite. Tu travailles fort quand t'es et ouais, fait que plus que tu as chaud, plus que tu sues, plus que tu perds d'eau, plus il faut que tu compenses. Fait que là, imagine, une petite pilule de 30 mg, ma zone 2 est je veux dire, ça se compare même pas. J'ai syndrome de Raynaud est pratiquement toute partie. Et je suis plus le même gars, man. C'est fou. Et là, je connecte tout ça ensemble, puis je pense que j'ai même commencé à développer ça depuis 2012. Wow! Parce que là, je connecte des choses. Le feeling que j'ai quand je prends le médicament, quand je ne l'ai pas, j'ai tout expérimenté. Puis je me dis, wow! Puis j'ai fait des prises de sang aussi, puis c'était le fun. J'étais stressé de ça parce que dans ma famille, j'ai antécédents de différentes affaires, dont le diabète, d'autres choses. Puis j'avais des symptômes, des fois, qui ressemblaient peut-être, peut-être un diabète ou quelque chose, c'est sûr. Fait que là, fais la prise de sang, je vais checker mes affaires, puis là, elle me dit, elle a rarement vu des beaux résultats comme ça, fait que c'est vraiment juste ma pression. Puis là, depuis que je prends ça, ben, je suis comme, wow, fait que t'as bien beau travailler sur la morale, man, c'est que t'as bien beau avoir le bike custom, là. Monter sur mesure, puis essayer de sauver des grammes, puis tout mettre ça à peser, puis t'as bien beau te préparer, puis checker le parcours, puis, man, ta santé, mon gars, là, c'est, là, je vieillis, hein, tu sais. Puis je me dis, il faut checker ça. Puis ça serait le message que je voudrais porter aujourd'hui, c'est vraiment de dire, on vieillit tout. Le corps qu'on avait, oui, regarde, parle-moi ça. Corps qu'on avait, on l'a plus. Fait que parle-moi, comment tu vis ça? Ben, j'ai la même affaire que toi. No way. Ben oui, moi aussi. No way. C'est pareil. Hey, c'est pas, on n'en avait pas parlé. Non, vas-y, c'est man. ça.
écoute, moi aussi, j'ai découvert la même chose, que je faisais de la haute pression, puis ça prend pas grand-chose. Là, c'est comme... Puis comment t'as... C'est... Bah, j'ai commencé mon rendez-vous annuel, à un moment donné, il m'a dit, ben, tu sais, ça a toujours été, moi. Mais tu le sentais, là. J'allais chez le médecin, tu sais, puis il disait, hey, ta pression est haute. Puis je me disais, ouais, c'est parce que je suis chez le médecin. Je suis stressé, tu sais. C'est pas une semaine facile. Non, c'est un peu ça que j'ai vécu aussi. Tu te dis, tu justifies ça par tous les moyens. Tu te dis que t'es jeune. Je fais de l'exercice. Tu fais de l'exercice. Et voilà. C'est ça. Mais ça n'a pas rapport. Tu sais, je veux dire, tu peux faire autant d'exercices que tu veux si ta pression est haute. Puis la génétique, moi, je dis à mes enfants, génétique is a bitch. Ouais. Il y a des trucs, man, t'as bien beau vouloir l'éviter, t'as bien beau essayer de mettre ça dans le tiroir, la génétique, mon homme, tes gènes, il y a des choses que t'as pas le contrôle, puis il faut être alerte à ça. C'est ça. Il y a des gens qui vont dire, OK, là, l'alimentation, puis tout. C'est vrai que l'alimentation peut avoir un impact, là, mais il n'y a pas juste ça. Ça veut dire, je fais très attention à la manière que je mange, mais c'est pas suffisant, là, c'est pour régler tout. Fait qu'il y en a qui ont des dispositions à Exactement. Ça. Puis moi, c'est soit des dispositions mélangées aussi avec le fait que j'ai tellement poussé mon corps à travers les années. Puis c'est là que je me dis, hey, tu sais, j'ai 2 kids. Ils ont 9 et 10. Puis j'étais comme, j'aurais pu être le gars autour de vague que la patate saute, man. Exact. Parce que le mental, clairement, j'ai le mental pour dire, si mes 2 jambes sont pas cassées, je continue. Mais... la patate aurait pu sauter, man. Ben, tu sais, on l'entend, ça. On l'entend régulièrement. Oui. Puis on en voit de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde qui font des affaires de même. Autour de nous autres, tu sais, les gens, tu sais, on vieillit, mais les gens restent en forme, font de l'exercice, tu sais, puis un marathon, si un saut, une course de vélo, puis c'est année après année, puis à un moment donné, tu sais, du jour au lendemain, une journée au backpack, ouais. Oh, mon Dieu, il est décédé. Qu'est-ce qui se passe? C'est super triste, mais il faut faire attention. Clairement, fait que moi, je dirais, tous les gens qui écoutent en ce moment, c'est pas tout le monde qui va faire la Silk Road, puis c'est pas tout le monde ils veulent faire des affaires. Mais si vous poussez votre corps, ben, pour tout le monde, mais spécialement pour les gens qui poussent la limite de ce qu'ils sont capables, peu importe c'est quoi leur limite, checkez vos affaires. Parce que je me dis, j'aurais pu être le gars que la patate saute. Puis that's it, c'est fini, là. C'est pas compliqué, hein. Si vous voulez, là, vous allez à la pharmacie, vous arrêtez, c'est gratuit, vous mettez ton bras dans la petite machine, là, puis là, tu checkes ta pression. Ou une machine à la maison, c'est ça. Puis tu le fais relax le matin, parce que à la pharmacie, tu as peut-être marché, tu étais peut-être stressé cette journée-là. La meilleure façon de prendre votre pression, c'est pas compliqué, c'est que tu te lèves le matin, reposé, tu t'assis, bien détendu, puis même si tu as marché avant, t'attends 5 à 10 minutes là, avant de prendre ta pression. Tu déposes ton bras, t'es mou dans ton divan, puis prenez 2 mesures, parce que ça se peut là, que c'est off un peu, puis tu prends la moyenne des 2. C'est ça. Puis tout le monde peut avoir une mauvaise semaine, puis un mauvais mois. Puis tout le monde peut être stressé plus qu'une... Tu sais, c'est normal. Mais si, mettons, sur 2-3 mois, là, puis c'est là que j'ai la lumière allumée, c'est des semaines bien relax, que tout va bien. Puis là, je faisais toutes mes petites routines du matin relax, puis j'étais dans le rouge, man. Tu sais, puis là, tu te dis, c'est pas normal. Pour un gars en shape, puis tout, tu te dis, ça n'a pas de sens. Fait que moi, je vous dirais, avant toute chose, checkez pas juste votre bike, checkez. Allez voir votre médecin. Puis prise de sang, man. Ça peut sauver des vies aussi. Puis je veux juste vous dire un petit truc que je ne savais pas. J'avais peur d'aller faire des prises de sang parce que tu te dis c'est au CLSC puis il faut que tu fasses un rendez-vous puis tout. Dans les pharmacies, moi chez Jean Coutu là, maintenant, ils ont des genres de super infirmières. Tu payes 40$. Tu prends ton rendez-vous, tu te pointes là. La fille, ça a pris 10 minutes. Puis je pense que j'ai eu les résultats genre le lendemain à faire ça à ton médecin de famille ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est sérieux, il n'y a plus d'excuses. Fait que checkez vos affaires, guys. Wow. Ça s'en vient. Le Silk Road Mountain Race, c'est au mois d'août 2026. C'est ça qui s'en vient. Mi-août 2026, exact. Puis là, d'accord, OK, t'as dit que là, t'avais réalisé que tu faisais de la haute pression, mais là, au niveau de l'entraînement, quand même, est-ce que tu prends ça aussi intense que tu prenais ça avant? Plus intense? Ben, gars, je vous donne, aujourd'hui, là, je vous donne genre des 10 ans d'expérience en 1 heure. On parle de ça au podcast. Là. Écoutez-moi pas, mais voilà ce que j'ai appris, OK? Depuis le Tour de Vite, j'ai appris le terme zone 2, man.
OK, ouais. Okay. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Écoute, on entend ça tout le monde, partout. Les athlètes disent que c'est là qu'il faut que tu t'entraînes. Dans la zone 2, et voilà, c'est quoi cette patente-là? Ouais, c'est quoi? Fait que moi, quand écoute, j'ai été ce kid-là, puis j'ai été jeune, puis moi, j'étais le gars qui était comme, j'ai juste 2 vitesses. C'est 0, puis au fond, OK? Fait que je partais courir en arrière de chez nous, man. J'étais à côté ces trails d'hydro dans le coin de Beauport à Québec, puis écoute, je m'en vais faire de la trail, puis moi, je starte ma montre, là, puis quand le GPS, tu sais, il a trouvé le GPS à Very Green sur ta Garmin, t'appuies sur Play, puis moi, je partais là, comme si c'était quasiment... C'était le sprint, là. C'était le sprint de la fin, là. Je partais de même, pas de réchaud, pas d'étirement, boum. Puis là, mon training, c'était ça. C'est au fond, puis je revenais, j'ai quasiment le shake, puis c'est ça s'entraîner, tu sais. Puis là, tu te rends compte en parlant avec des athlètes de haut niveau, puis mon coach, dans le fond, un de mes super amis, c'est lui qui m'a tellement donné de conseils, il s'appelle Benoît Saint-Hilaire. Je te conseille, écoute, il faudrait que tu l'invites ici, by the way. C'est un gars qui a commencé le vélo à genre 32 ans, puis que là, il est rendu au championnat du monde. Il est notre champion canadien de TT chez les maîtres. Ah oui, OK. Puis là, il est rendu au championnat du monde. Méchante histoire, OK? Je te jure, il pourrait t'en parler. Quelle aventure! Mais ce gars-là, il a été une source d'information pour moi. Il a été mon coach pour le Tour de Divide. Et Ben, dans le fond, c'est lui qui m'a appris ça te prend du zone 2. Là. Faut que tu fasses... Pensez à une pyramide, là. Genre une pyramide, mettons, zone 5, c'est en haut, la petite pointe, là. Puis en bas, la base, c'est la zone 1 et 2. Il faut que tu te bâtisses une base de fitness, puis c'est la zone 1 puis 2. Là. C'est là que ça se passe. C'est que, dans le fond, c'est vraiment de faire des entraînements. On va garder ça simple aujourd'hui. C'est de faire la majorité de son entraînement. Quand je dis la majorité, là, c'est genre 80% de ton training, surtout pour des événements comme ce que je fais. C'est sûr que chaque sport est différent. Mais la zone 2, là, c'est la vie. Là. C'est que dans le fond, tu fais de l'exercice, mais à bas niveau. Tu sais, comme moi, mon BPM est peut-être en 140, 155. Oui. Puis, tu sais, la règle générale, c'est que tu t'entraînes, mais que tu es capable de jaser. C'est ça. Puis, tu es capable de tenir une conversation sans t'essouffler. Puis, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. J'étais allé courir 12 km avec ma blonde en trail avant de venir ici aujourd'hui. C'était zone 2. Puis on jase, j'ai quasiment jasé tout le long. Des fois, je trouve que je jase trop, mais c'est un bon indicateur de dire que tu es dans cette zone-là. Oui, tu peux checker ta montre, puis tu sais, d'avoir une référence de rythme cardiaque, mais c'est surtout, tu jases, c'est relax, puis ça fait que tu te bâtis une vraie fitness. Tu te bâtis quelque chose, puis tu te blesses pas, man. Ce qu'il dit, c'est de faire du volume en zone 2. Du volume. D'en faire beaucoup. Mais puis, fait que ça, le problème de ça, comme tu peux t'en douter, je sais pas si tu en fais beaucoup, je sais que tu es un trainer, on le voit ici, là, on est dans ton gym. Écoute, tu sais, sur le trainer, oui, tu peux te faire des gros sprints pis tout, mais est-ce que tu fais de ce qu'on pourrait dire de la zone 2, on pourrait dire? Non. Pas ici. Non. Je fais pas de zone 2 ici. Là. C'est ça, fait que tu le fais plus dehors. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Exact. Parce que là, ici, j'en profite, je vais faire tes sprints, je vais faire des intervalles. Fait qu'on est tous différents. Oui, mais c'est ça. Mais je sais qu'on tu as raison. Tu sais de quoi je parle. Oui. Alors là, moi, depuis que j'ai découvert la zone 2, c'est que je sais que ça a de la fou à dire. Hein? Tu sais, tu te dis, le gars, il a été athlète de bike, j'ai fait plein d'affaires. J'ai jamais... Écoute, on parlait pas de ça. Moi, c'était comme tu te défonces. Tu te défonces, puis c'est ça l'entraînement. C'est vrai. Et là, maintenant, on en parle plus, puis c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est que là, je me suis dit, dans le fond, ce que ça a fait, c'est que ça a changé ma relation avec le sport. C'est que moi, c'était rendu que le training, c'était comme un traumatisme. Là. C'était que, oh non, je m'en vais m'entraîner aujourd'hui. Oui. Tu te dis, c'est comme si j'allais faire ma compétition finale. Là. Moi, je partais, puis c'était la compé, là. Mais tu te rends compte que, ben non, ma relation avec l'entraînement puis le sport, pour que ça soit sain, ça prend ça, puis de partir. Relax, man, relax. Oui. Puis c'est là que c'est une relation beaucoup plus saine avec l'entraînement, mentalement, mais aussi pour les blessures. C'est que dans le fond, là, j'ai beaucoup moins de maux aux genoux, au dos. C'est beaucoup moins stressant sur le corps. Alors, 80% de mon entraînement est en zone 2. Puis moi, je le fais à l'intérieur. Contrairement à toi,
C'est que moi, j'aime ça dans un environnement contrôlé. J'en fais énormément à l'intérieur parce que je me mets 2 écrans. J'ai genre Zwift, puis j'écoute des films, je joue à des jeux vidéo, je mange, je fais des meetings, je travaille en même temps. Puis c'est là que moi, j'ai tellement de volume à faire. Tu sais, on parle de entre 1 et 3 heures d'entraînement quasiment tous les jours. Quand je vais... Là, c'est peut-être plus 3-4 fois par semaine, mais quand je vais arriver après les fêtes, je vais quasiment faire à tous les jours environ entre 30 et 100 km sur le trainer à tous les jours, là, pratiquement. Bien, c'est bien ce que tu dis, puis je comprends que tu préfères le faire à l'intérieur, surtout en saison hivernale. Puis même toute saison confondue, là, je peux comprendre parce que, admettons, moi, je m'en vais rider avec mes chums à Bromont en bike, on ne fera pas du zone 2. Parce que là, tu sais, on va se pousser, on va grimper, on va monter. Défoncer. Il faut que je suive mon chum qui a un cardio qui est meilleur que le mien. Fait que là, je ne serai pas dans ma zone 2, je vais piquer dans 3 puis dans 4, tu sais, puis ça, pour les gens qui savent pas trop, qui voudraient vérifier, c'est facile. Tu vas sur Internet, tu marques ton poids, ton âge, ça va te donner quelque chose d'assez... Puis on est tous différents. C'est des chiffres qui peuvent évoluer avec le temps. C'est sûr que vous pouvez faire des tests plus précis et tout, mais il y a quand même des règles de base. Ça évolue au fil de ta Puis à la fin de la journée, c'est comment tu te sens. Oui. Si tu es capable de maintenir ça pendant 3 heures, ben tu sais, tu es pas mal dans ta zone 2. Tu peux pas être en zone 5 pendant... Non. C'est impossible. OK? Fait qu'à un moment donné, tu commences à te connaître. Et c'est là que je pense qu'un des achats qu'on peut faire qui change beaucoup la game, c'est un capteur cardiaque. Un capteur cardiaque, mais sur la poitrine. Oui. Oui, les montres, c'est cool. J'ai eu plusieurs Garmin à travers les années, mais même ma Enduro 3, qui est le top modèle en ce moment, oui, c'est précis, mais jamais autant qu'une strap sur le chest. Tu as comparé, y a-tu une grosse différence? Écoute, je ne suis pas un scientifique. Il y a du monde sur YouTube, là, des gens qui sont calés, là, qui ont fait des tests, mais honnêtement, c'est plus précis une strap. Puis c'est confortable, c'est le fun. Puis c'est que c'est juste plus précis. Ça peut pas. Ton poignet, surtout en cyclisme, à la course, j'y croirais plus qu'en cyclisme, mais juste le fait que tu casses ton poignet à cause de comment tu tiens ton guidon, moi je dirais que ça peut pas être autant précis qu'une bande sur la poitrine. Fait que la bande sur la poitrine, ça peut vraiment aider à savoir, non seulement à trouver tes zones, mais aussi de savoir. C'est une bonne journée aujourd'hui? Si tu commences à faire les mêmes... Tu sais, mettons, tu repars en zone 2 comme tu fais d'habitude sur ton trainer, puis ton cœur, il bat 10-15 BPM de plus que d'habitude, ben, peut-être prends une journée de congé, man. Tu sais, ça arrive aussi, là, c'est correct, mais ça t'aide à gager ton niveau d'effort puis comment que ton corps se sent. Des fois, tu penses que ta tête est prête, mais ton corps, il te dit « Hey, prends une journée de congé, buddy. » Ça aide à gager ce que tu es en train de faire. Parce que je pense que, écoute, je ne suis pas un spécialiste, puis je ne suis pas un entraîneur ni rien, là, mais il y a beaucoup dans le discours général, au niveau du cycliste, là, il y a beaucoup d'efforts qui est mis à parler des watts, puis je pense pas que c'est simple, parce que c'est pas vraiment là on peut vérifier avec ça. Mais je trouve ça intéressant d'entendre ce que tu racontes là, puis de dire que pour toi, c'est important les zones, la zone cardiaque, les pulsations. Oui, puis c'est juste pour dire que même un gars comme moi, que j'ai fait plein d'affaires toute ma vie, j'ai poussé mon corps, j'avais jamais comme... Tu sais, on parlait pas de... T'es-tu d'accord que c'est comme toutes des choses qu'on parle plus aujourd'hui, mais c'était pas dans... Tu sais, ça fait longtemps que tu fais du vélo, là. On parlait pas de ça, là. Non, c'est ça. Puis l'alimentation, j'ai appris, c'est ça, c'est mon coach, Ben, qui m'a appris à... Faut que tu manges, man. Tu peux pas faire 3 heures sur ton trainer puis manger une salade après, puis je vais perdre du poids en plus de m'entraîner. Tu vas te péter, mon gars. Soit que tu vas te blesser, soit que tu vas te démotiver, soit que c'est tout ça. Fait que là, moi, là, je passe mon trainer, écoute, moi, je suis un gars d'habitude, OK? Je passe mon trainer, je starte mes fans, je starte mon émission, je starte Zwift. À 45 minutes, j'ai le droit à un Coke. Puis moi, je suis un gars de coach. Je suis désolé, il y a peut-être d'autres mondes qui boivent d'autres affaires. Et écoute, j'adore le Rocket Fuel aussi, une de mes compagnies, boisson sportive. Parfait, Rocket Fuel, c'est super. Mais le Coke, man, c'est ma gâterie, OK? Alors, un Coke à 45 minutes. Puis en haut d'une heure, 1 heure et demie, j'ai le droit à des jujubes. Puis à toutes les 45 minutes, j'ai le droit de prendre une canette de Coke. Hein, c'est simple. Ben oui. Moi, ça fonctionne pour moi. D'autres personnes, ça va être d'autres choses. Moi, c'est ma formule gagnante. Je débarque du trainer, Steve, là.
il s'est rien passé. Mm-hmm. Et je me suis entraîné, tout est beau, perte de poids, tous les avantages, génial. Mais je pars du trainer, j'ai pas de drop d'énergie. Okay. Je m'habille, je prends ma douche, je m'habille, je pars travailler, c'est rien passé. Puis après ton entraînement, tu vas-tu prendre des protéines? Oui, c'est ça. Fait que, une des choses que je pourrais dire maintenant, il y a un des outils, tu sais, l'intelligence artificielle, là, on a toute peur de ça. Une des choses que j'ai expérimenté dernièrement, c'est ma blonde était comme, hey, tu sais, ça me prendrait un diététiste là, qui m'aide et tout. Un plan, man. Puis là, j'étais comme, hey, je pense que j'ai une idée, je vais essayer de quoi? Prendre des photos de tout ce que je mange, shoot ça à ChatGPT, puis je vais demander des conseils. Là, ce que j'ai fait, c'est que pendant une semaine, j'ai shooté plein de photos. J'ai mis toutes les photos de mes suppléments en arrière des bouteilles. Oui. Tu sais, il y a des affaires là-dedans qu'on prend, mais honnêtement, je suis pas docteur. Là. Il y a des trucs que tu te dis, si tu trop, si tu pas assez. Alors là, avec Chat, écoute, en envoyant le maximum de données, puis là, j'ai shooté en plus mes trainings Strava, mes stats. Wow, OK. Ouais, puis honnêtement, ce qu'elle m'a monté, elle m'a pas fait quelque chose de révolutionnaire que je savais pas, mais elle m'a quand même dit, Dude, tu prends vraiment trop de glucides le matin, mettons. Je prenais tout le temps mon genre de yogourt avec des bleuets, puis des graines de citrouille, puis là, elle est comme, oh, OK, tu prends, mettons, 220 grammes de yogourt, là, ça va t'en prendre juste 100. Puis là, j'ai fait des changements comme ça, puis là, la perte de poids, ou du moins le maintien du poids est plus facile, mais aussi, j'ai le même niveau d'énergie. Tu sais, dans le fond, tu te rends compte que, non, je prenais trop de stock le matin, je suis peut-être mieux de prendre des prots après le training. Tu sais, fait que, tu sais, on parle de récupération, puis on parle de ne pas se blesser. C'est ça qui me manquait. C'est après le training, il me manquait de prots. Pour un gars de mon poids, de ma grandeur, l'effort que je fais, le nombre d'entraînements, il manquait de prots. Puis c'est là que tu découvres qu'en 2025, je pense que le mot d'ordre, c'est on mange vraiment pas assez de protéines. En général, là, effectivement, on mange beaucoup. Tu le sais, là, on mange des glucides à côté, on mange du gras. Les protéines, même tu vas au resto, tu payes la totale, puis ils n'en mettent pas de prots. Ils coupent, il n'y en a pas. Pour manger tes prots à tous les jours, pour quelqu'un qui s'entraîne, sérieusement, il faut que tu watches tes affaires. Fait que c'est là que j'ai commencé à introduire évidemment de la whey à travers ça, plus d'œufs, etc., tu sais, des trucs, mais c'est clairement, ça m'a vraiment guidé de regarder ça un petit peu plus précisément. C'est-tu quelque chose que tu as déjà fait? Oui, absolument. Oui. C'est-tu quelqu'un qui t'a aidé, t'a demandé des conseils? Oui, moi, j'avais fait affaire avec un nutritionniste. Là. Puis c'est quoi qu'ils t'ont dit? C'est quasiment ça aussi. Hey, on s'en ressemble. On finit au même... Pas pour les mêmes buts ou les mêmes objectifs, mais c'est ça. Le discours est là. Les prots? Les protéines. Puis c'est ça, couper des glucides, effectivement. C'est pas, mais pendant que tu t'entraînes, là, tu en as besoin. C'est là que mes coachs... Pendant l'événement. Puis de ne pas avoir de crash, tu ne veux pas t'entraîner. Là, tu t'en vas à job, tu as un meeting à faire, puis tu as un crash. Ça peut pas arriver. Tu sais, il y a les athlètes professionnels que c'est leur job à temps plein, mais là, moi, je suis comme entre les deux. Tu sais, oui, j'en fais beaucoup, mais il faut quand même que je fasse mes affaires. Mais je peux pas me permettre de... Je débarque du trainer, j'ai de la misère à marcher, puis je suis pas capable de me concentrer, j'ai des crashs, je peux pas. Tu sais, il faut que ça continue. Surtout quand tu fais ça pratiquement à tous les jours. Tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis j'encourage les gens à juste essayer ça. Je pense que c'est un truc que tout le monde peut essayer. Ouais. Ça fait que c'est ça. T'as bien des affaires qui arrivent dans ta vie. T'es super occupé. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui arrive par la suite? Il va falloir qu'on se revoie, là. Hey, c'est clair. Fait que moi, ce que je te propose, si t'es à l'aise avec ça, Steve, c'est on commence à se connaître. T'es un good guy. J'adore passer du temps avec toi. Ouais, moi aussi. Et c'est clair. On est deux passionnés. C'est clair. Puis j'adore. Puis félicitations pour ce que tu as accompli avec le podcast. Je checkais les interviews que tu as eues. Puis comment ça grossit. Puis je sais que c'était un passion project, tout ça. Là. Absolument. Ouais, on en avait parlé. Puis je trouve ça... Je trouve toujours admirable les gens qui... Ils ont une idée, ils le font, puis surtout quand ça vient du cœur. Fait que félicitations pour ce que tu fais. Fait que moi, ce que je te propose, c'est que dans les prochains mois, si ça te tente, je reviens ici, on parle de d'autres sujets en lien avec la course. Ben oui. Puis je pense que les gens qui s'intéressent à ça, ils vont aller chercher du bon matériel là-dedans, mais je pense qu'on pourra faire une petite série de ces entrevues-là, puis on verra ce que ça va donner. Ben oui, écoute, j'adore ça, j'embarque, puis je vais passer le mot aux gens, les auditeurs, si
ça vous intéresse, et faites-nous savoir. Et si vous avez des questions aussi, écrivez-nous pour la prochaine fois. Puis tu es sur Facebook aussi. Là, tu es sur YouTube. Oui, Facebook. Tu te vantes pas assez. Écoute, là, j'ai su que tu étais sur YouTube, Spotify, Instagram, le balado, Facebook. Fait que sur Facebook puis Instagram, les gens peuvent poser des questions. Absolument. Moi, ce qui me carbure sur mon YouTube, là, quand les gens posent, ils disent « Hey, ça, c'était vraiment intéressant, parlez-en plus », ça aide tellement, là, tu sais. Oui. Fait que quand les gens interagissent puis ils nous font savoir qu'est-ce qu'ils aiment, ben après ça, on peut ajuster le tir, comme on dit. C'est sûr. Puis j'ai l'impression que des fois, les gens sont timides parce que des fois, les gens me parlent en personne. Après, j'ai aimé ça, cet épisode-là, je l'ai écouté. Puis, je dis, OK, merci, je suis content. Mais tu sais, vous pouvez m'écrire, là. Les gens qui m'écrivent le savent, là, je réponds rapidement. Puis, c'est ça. Mais félicitations sur ce que tu fais. Puis je suis content qu'on a pu passer du temps ensemble, man. Ben oui, absolument. Fait que ça va être à refaire bientôt. J'ai déjà hâte. That's it. Super. Hey, merci. Merci, Steve. Alors voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté QCMTB Podcast. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à cliquer sur Suivre pour vous abonner et être informé de la sortie des prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis. Ça m'aide vraiment à faire grandir le projet et à continuer à vous offrir du contenu qui vous intéresse. Vous pouvez aussi me suivre et me joindre sur Facebook et Instagram pour continuer la discussion, partager vos aventures et rester connectés. Alors à bientôt et bon riding!